Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité sur la sphère des comics et de leurs adaptations, c'est-à-dire qu'on va vous parler de tout ce qui s'est passé dans le fabuleux monde de la bande dessinée américaine et de ses dérivés au cours des derniers jours depuis l'enregistrement du précédent Front Page, puisque c'est une émission, vous le savez si vous nous écoutez depuis longtemps, qui revient 3 fois par mois, environ tous les 10 jours, parce que quand même il se passe toujours pas mal de choses et on a toujours envie de causer avec l'ami Corentin ici présent. Salut, j'ai envie de causer. Voilà, et on a toujours, c'est aussi qu'il y a une actualité qui est toujours très chargée, même pendant l'été. Alors, on espère que vous nous écoutez, que vous êtes confortablement installés où que vous soyez, si vous êtes en repos, en week-end, en vacances. On espère que vous allez bien, surtout, c'est le principal. Et donc, place à l'actualité. Corentin, on va commencer comme d'habitude par une partie comics qui sera la plus importante, puisque c'est c'est le nerf de la guerre, c'est vraiment ce dont on préfère parler, les histoires avec des dessins là et des personnages, et parfois ils font la bagarre et c'est cool. Les mangas. Non, c'est pas ça. Mais non, Corentin, t'es con, putain, on avait dit que le podcast manga ce sera plus tard, wink wink. Non, bien sûr, c'était un faux teasing, c'est une fausse annonce. Comment on dit print? Ichiban Purinto. Exactement, voilà, c'est on le fera jamais, Corentin, je te l'ai déjà dit. Alors, on va commencer juste par parler de comics. Paris Kebab. Tout simplement. Mais d'ailleurs, avant ça, une petite annonce quand même, et on en reparlera à chaque fois dans les front pages d'ici à ce que ça arrive. Mais si vous êtes à Paris ou en région parisienne, le 9 septembre au soir, venez au cinéma Club de l'Étoile, puisque on a le plaisir de participer à une soirée projection débat autour du premier film Hellboy de Guillermo del Toro. Donc on sera on sera en compagnie du vidéaste Alcor et aussi de l'auteur et traducteur Alex Nikolavitch pour parler à la fois des comics de Mike Mignola, puis aussi pour débattre un petit peu du film après sa projection au cinéma Club de l'Étoile. Donc c'est le 9 septembre. Il y a un lien sur la page de l'événement dans la description de ce podcast. On vous en reparlera de toute façon, parce que voilà, l'idée c'est d'être le plus nombreux. Plus on est de fous, plus on rit. C'est un peu du on-screen en live, quelque part, un petit peu, on va dire. Mais voilà, nous on fait que participer. On a été très content d'être invité pour être partenaire de cet événement, et donc voilà, on vous y retrouvera là. Et d'ailleurs, il y a 2 autres rendez-vous qui arriveront en octobre et en novembre, si tout se passe bien, avec le Club de l'Étoile. Donc on vous en reparlera aussi. Mais disons que si vous êtes fan des Tortues Ninja et de V pour Vendetta, vous devriez kiffer, donc rester attentif. Voilà, ça c'était la petite réclame du début du podcast. Et maintenant, on passe vraiment à l'actualité. Corentin, c'est moi. On va du côté de l'édition VF avec la maison d'édition Vestron qui annonce la publication du crossover Godzilla Power Rangers au mois de décembre prochain. C'est un titre qu'on avait déjà abordé un petit peu dans les Back Issues VO, puisqu'il a démarré au mois de mars dernier. Donc c'est écrit par Cullen Bunn, qui est un auteur que Corentin n'apprécie pas plus que ça, et dessiné par Freddy Williams II, qui est un grand fan des crossovers de licence, puisqu'on lui doit le triptyque Batman Tortue Ninja. Il a aussi fait He-Man versus Injustice, enfin Injustice versus les Maîtres de l'Univers, et aussi He-Man contre les Cosmocats. Donc c'est quelqu'un qui adore faire des crossovers entre 2 licences. Et IDW et Boom se sont associés pour faire donc ce Godzilla Power Rangers, dans lequel en fait Rita Repulsa, au début de la mini-série, se dit qu'elle en a marre en fait d'être toujours on va dire empêchée dans ses plans démoniaques par les Rangers. Donc elle décide d'ouvrir un portail pour une autre dimension. Voilà, tout simplement. Comme ça, elle pourra régner le monde dans une dimension où il y aura pas de Power Rangers, sauf que le Green Ranger arrive à ce moment-là et est embarqué aussi. Donc les autres Power Rangers doivent aller le sauver, et l'autre dimension en question, elle est peuplée de très gros monstres, un petit peu de kaiju, dont un certain Godzilla. Et du coup, il va y avoir de la bagarre avec des kaiju, avec des Megazords, voilà, avec vraiment de la grosse action. C'est hyper généreux, c'est très délire régressif, clairement. On en avait déjà parlé dans le premier numéro, et ça continue en fait, parce que voilà, on va pas vous le spoiler ce qui se passe dans la série, mais dès le premier numéro, de toute façon, il y a déjà en fait du Dragon Zord, on va dire, quoi, du Dinosaur. Donc voilà, si à partir du premier numéro il y a déjà des robots géants pour s'affronter contre Godzilla, vous imaginez bien que par la suite ça va aller crescendo. Donc l'annonce, elle est faite à la fois sur le site de Vestron, mais aussi même dans les dernières pages en fait d'un album qui est sorti récemment chez eux, qui s'appelle Godzilla The Half Century War, écrit et dessiné par James Tocco, qu'on va réaborder aussi en Back Issues, mais on vous le dit déjà aussi,
c'est quand même un super chouette album. Donc on vous invite à voilà, il y a quand même quelques titres de licence qui sont vraiment faits par des auteurs et artistes talentueux chez Vestron, donc on vous invitera à aller découvrir ça. Mais sinon c'est quand même la promesse d'un petit crossover bien sympathique pour la fin de l'année. Oui, d'ailleurs, je crois qu'il est pas fini d'ailleurs. Non, pas encore. C'est pour ça en fait même c'est vrai que ils mettent l'accélérateur assez bien quoi, parce qu'effectivement là à l'heure actuelle, je crois qu'il y a que 4 numéros de sortie. C'est ça, tout à fait, 4 numéros sortis. Il y a toujours une sorte de déséquilibre dans ces crossovers parce que forcément une licence va toujours prendre plus de place qu'une autre, en fonction des choix de scénario évidemment. Là, on est clairement plus sur un album qui s'adresse aux fans de Godzilla. Donc c'est. Mais en même temps, Godzilla c'est vachement mieux que les Power Rangers. Oui. Voilà. Ça, il n'y a pas de débat, évidemment. Si vous pensez le contraire, vous êtes fous. Tout simplement. Tout simplement, faut arrêter de déconner, les gars. Bah oui. Mais oui, là, on est plus là-dessus. Et donc, c'est l'occasion, en fait, plutôt de voir Freddie Williams de Junior faire justement du... Non, Junior, juste. Non, juste Junior, ouais. Junior, ouais. Parce que c'est le deuxième. On pourrait dire Junior. Faire, voilà, des gros monstres géants. Et c'est cool parce qu'il a toujours ce trait particulier, cette espèce d'aplat assez rond, assez chargé, qui fait très carte de jeu des années 90 ou ouais, clairement. jeu de plateau et compagnie. Donc c'est très très cool pour eux, surtout qu'on sait que Vestron va pas très bien en ce moment. Ouais, vous voulez en parler un petit peu après. D'accord, bah voilà, on va en parler juste après. Donc ouais, chouette, on en parlera avec plaisir dans les Back Issues VF, et ça participe de ce nouvel élan des crossovers réussis, on va dire. Là on parlera peut-être aussi d'ailleurs d'une étude en émeraude qui quelque part est un peu un crossover réussi aussi, ouais. mais voilà, enfin c'est chouette, et moi je suis content de voir Cullen Bunn qui pour le coup ne cherche pas à me faire peur parce qu'il y arrive jamais. Donc fais plus des trucs comme ça, Cullen, si tu m'écoutes. Peut-être qu'il faudrait juste qu'ils viennent chez toi, qu'ils t'attendent comme ça et qu'ils te fassent un gros bout. Ah, ça me ferait très peur. S'ils venaient chez moi pour m'attendre, là j'aurais vraiment très peur. Tu sais qu'à force je t'ai écouté dans les podcasts, je suis venu faire peur en vrai. Tu sais qu'à terme on risque de le rencontrer un jour et que franchement, si on a une interview avec lui, je t'enverrai l'affaire. Ah ouais? Ouais. Pourquoi êtes-vous nul? Pour voir. Non, mais pour voir, parce que voilà, ça fait le malin là, bien protégé derrière son petit micro, mais quand on a les gens en face, d'un coup, c'est plus difficile, Il y a Max Bemis, bientôt, ça va être le... Non. Le mur infranchissable. Max Bemis, je pourrais pas. Non, dans ce cas, tu refuses. Mais... Oui, et pour l'anecdote, parce que j'ai reçu une proposition d'interview de la part de Hublaze, du studio Hublaze pour Max Bemis, qui est aussi un chanteur d'un groupe de metalcore que j'aime bien en plus, donc ça c'est plutôt cool, mais qui est scénariste aussi de comics. Il a fait notamment un Moon Knight qui était pas ouf, mais qui était sympathique, voilà, qui était plutôt sympathique. En fait, là, il sort un truc qui s'appelle Bélite et Valeria chez Hublaze, qui, du coup, ils ont réussi, en fait, à récupérer les droits de ces personnages dérivés de l'univers de Conan. Et beaucoup de gonzesses à poil. beaucoup de gonzesses à poil. Et ouais, mais en fait, c'est beaucoup de gonzesses à poil. Et pourtant, j'aime bien les gonzesses à poil, il y a pas de problème. Et déjà, c'est pas ultra bien dessiné, mais surtout que c'est du coup, au début, ça commence à être Bélite qui ressuscite, en fait, du fond des océans. Et elle arrive à la civilisation. Et la première chose qu'elle dit, c'est, où est-ce que je peux trouver une grosse bite? Et voilà. Mais littéralement, je déconne pas. Et après, elle va dans une taverne, elle fait, ouais, qui c'est qui a la meilleure bite pour, Moi, je pense que cette interview, elle a vraiment, elle aurait une valeur, une plus-value éditoriale. Mais en fait, surtout que moi, je peux même pas parce que le mec, j'ai pas envie de lui répondre disons, mais en fait, ta BD là, c'est limite, enfin, je pense que même par rapport à nos auditeurs ou à nos lecteurs sur comicsblog.fr, ça va intéresser personne. Bah, ça va jamais sortir. Par contre, s'il est vraiment par contre, ça va jamais sortir en France, à part peut-être chez Grave Zeppelin, tu vois, à la limite, parce qu'ils font les Inscope et tout ça, tu vois, donc je me dis que ça peut, où il y a, tu sais, il y a les maisons, parce qu'il y a des maisons d'édition, je sais plus comment ça s'appelle. Habillés. Ouais, qui font les Comics Boundless Comics. Ça, je pense que là, il y a moyen, pour le coup. Mais le truc, c'est que, même sur l'argument, ouais, c'est les héroïnes de l'univers de Conan, tu vois. Le scénariste visionnaire de Moon Knight. Ouais, je sais pas, c'est trop bizarre. Enfin bref, c'est une anecdote comme ça, c'est parfois Cherchez sur Google, peut-être, vous verrez, c'est marrant. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un genre de BD où tu te dis pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça vraiment? Mais il en faut pour tout le monde. lui poser la question. Ouais, mais voilà, mais j'ai pas envie mais j'ai pas envie d'être mal poli non plus, tu vois, c'est quand t'es enfin bref. Corentin, tout ça pour dire aussi que Vestron ne va pas super bien, effectivement. En tout cas, ils ont fait un communiqué sur leurs réseaux sociaux pour expliquer que, à l'instar de Bliss Edition, qui avait fait le même type de communiqué quelques mois plus tôt, en fait, qu'ils vont devoir, avec la crise du papier, réduire leur tirage, puisque, vous le savez, il y a une crise
qui continue depuis des mois, que ça coûte de plus en plus cher pour les éditeurs de produire des albums, et que une des décisions qui a été prise par une grande partie d'entre eux, à l'instar de Urban, de Panini, alors Delcourt pas encore au final, hein, mine de rien, mais de iComics aussi, ça a été d'augmenter tout simplement, et de Bliss aussi dans un premier temps d'ailleurs, ça a été d'augmenter le tarif, souvent de 1 euro en fait, parfois 2 sur certains produits, et ce qu'avait annoncé Bliss il y a quelques temps, c'était de voir en fait limiter leur tirage, tout simplement parce que ça coûte trop cher de produire des albums qui, pour une partie d'entre eux après, sont renvoyés, parce que il y a un système de retour, hein, quand les albums sont commandés par les libraires mais qui sont pas vendus, ils sont renvoyés à l'éditeur. Et ce qui se passe avec le circuit du digital qu'on connaît aujourd'hui, c'est que souvent c'est que ça coûte plus cher en fait de stocker les albums plutôt que de les envoyer au pilon et de les détruire, et donc ça fait plein d'albums qui sont imprimés pour rien, et ça a un coût forcément. Est-ce que c'est recyclé les albums détruits? J'imagine, ouais, mais ça se recycle pas. C'est pas aussi facile que ça en a l'air, parce que l'encre, en fait, vu que c'est du papier sur lequel t'as imprimé avec de l'encre, en fait, l'encre, c'est plus compliqué à recycler comme ça, en fait. C'est du papier qui est plus compliqué à recycler à cause de ça. Disons que le process, enfin, après, je suis pas expert, faudrait aller à parler à des gens qui s'en occupent. Bonne idée de Super Friends d'ailleurs. Mais des gens qui bossent vraiment dans les usines de recyclage de papier, en fait, pour savoir vraiment combien ça coûte, quel est le processus, et surtout quels sont les produits utilisés pour enlever justement l'encre du papier imprimé. C'est pas sorcier où tu vas aller en reportage et moi je vais rester à Paris avec des schémas et des graphiques et des C'est peut-être une émission à développer. Tout ça pour dire donc que ça a un coût, et que Vestron ne peut pas se permettre, parce que c'est une petite maison d'édition, vous le savez, surtout qu'ils sont très bien conscients, et ça je trouvais que c'était plutôt honnête de leur part, c'était de reconnaître aussi dans leur communiqué sur les réseaux sociaux que leurs tarifs sont déjà vachement élevés, puisque Vestron, en fait, leur principal défaut, on va dire, c'est que c'est des formats comics, mais parfois même un peu petits par rapport aux standards de publication des albums de base, surtout qui est en souple et qui sont quand même proposés à des tarifs en général qui sont entre 16 et 18 euros. Donc par rapport à quand on compare à la moyenne, je veux dire que Delcourt c'est 16,50 pour du cartonné en format un peu agrandi, que Urban aussi c'est dans ce genre de gamme là. Panini c'est entre 18 et 22 maintenant, presque. Mais c'est par exemple le Godzilla de Stocco c'est 18, et effectivement c'est quand même un tout petit c'est standard single quoi en fait. Ouais, c'est ça, et c'est souple, alors que souvent on dit que le souple normalement ça aurait l'avantage d'être moins cher, ce qui n'est pas forcément vrai, mais ça dépend aussi du matériel utilisé, de là où c'est imprimé, du tirage aussi, du volume. Donc ils ont annoncé simplement qu'ils allaient réduire leur tirage pour les mois à venir, en espérant que la situation se résorbe ou s'améliore un petit peu, ce qui n'est pas forcément évident à prédire. Et l'objectif qu'ils donnent c'est serrer les dents jusqu'à 2024 a priori. Ouais, c'est ça, enfin disons c'est que pour 2023 les tirages seront réduits, ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous aimez un album qui vont sortir, il faudra vraiment l'acheter dans les premières semaines, parce qu'après il y a un risque en fait qu'il soit renvoyé par les libraires, que vous ne puissiez plus trouver, parce qu'ils ne prévoient pas forcément de faire des réassorts, puisqu'ils n'auront pas forcément les exemplaires. C'est-à-dire que les réassorts, c'est une fois que les exemplaires sont partis de chez un libraire, en fait, le libraire va en recommander, et donc il va pouvoir en remettre en rayon. Là ce sera pas forcément le cas, déjà parce que la quantité sera plus petite, et parce que s'il y a des retours, ça risque de partir directement au pilon, et donc il y aura pas de réimpression non plus de prévu. Donc c'est effectivement une façon pour eux de serrer les dents et de quand même pouvoir maintenir en fait surtout leur volume de publication sur l'année, sur les mois à venir, sachant qu'il n'est pas dit que si la situation ne s'améliore pas, ils doivent aussi réduire le nombre de publications. Et ça, de toute façon, c'est des choses qu'on est en train de voir aussi chez pas mal d'autres structures, avec des titres, avec un volume en fait de titres qui est assez réduit, ou qui est sûrement moins important que celui qu'escompté. Moi, c'est ce que j'ai l'impression de voir, en tout cas du côté même de iComics ou de 404 Comics, en fait, qui réduisent en fait le nombre, mais parce que aussi, vous savez aussi le problème que connaissent les comics en général avec les titres en fait qui sont dans la gamme moyenne de prix, en fait, qui ont du mal aussi à se vendre, parce que justement la tendance du lectorat en ce moment a l'air de se répartir sur à la fois des comics à petit prix, ou alors des albums un peu plus luxueux et donc plus chers, mais l'entre-deux en fait c'est celui qui pâtit le plus des tendances actuelles du marché. D'ailleurs on va y revenir avec les prochaines news qu'on abordera. Donc voilà, soutien à Vestron, soutenez les éditeurs indépendants si vous le pouvez, et c'est vrai qu'on en parle de temps en temps de Vestron dans les front pages, aussi parfois dans les back issues, mais on en parle peut-être pas assez, mais au moins on en parle quand même. Oui, tout à fait. Mais je pense que leur business model en plus c'est probablement
plus en danger, peut-être, je ne sais pas, parce que c'est que des comics à licence. Et on sait ce que ça peut être de gérer un montage financier entre différents ayants droit, à la fois un éditeur américain qui lui-même bosse sous licence avec un studio ou un gestionnaire de propriété intellectuelle. Donc, Godzilla, ça appartient à Tsuburaya Productions, par exemple. Et quand t'imprimes des trucs comme Power Rangers Godzilla, t'imagines bien qu'en plus t'as 4 interlocuteurs. Donc j'imagine que ça va pas être facile pour eux tous les jours. On sait effectivement que c'est déjà assez élevé. C'est très honnête de leur part de le signaler. Et puis voilà, ils sont pas un lectorat suffisant pour, contrairement à Urban ou à Panini, en fait, se dire que s'ils augmentent les prix, les gens vont quand même continuer à les soutenir parce que tu pourras difficilement passer des comics Batman et Marvel. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a certains, enfin, disons qu'il y a certains comics où en fait la marque est assez forte pour continuer à justifier pas justifier l'achat, mais à entraîner un achat. Et encore, ça veut pas dire qu'il y aura pas de l'attrition ou que les ventes seront pas, vont pas baisser exactement. Mais c'est vrai que techniquement, Batman n'a pas besoin forcément de grande aide pour se vendre, de la même façon que Spider-Man du côté de Panini aussi se vend un petit peu comme ça. Les éditeurs justement qui font du Valiant, après Godzilla moins connu. Godzilla c'est très connu, mais bon, enfin si tu fais un concours de popularité sur Twitter, tu fais un sondage Twitter Godzilla ou Batman, je pense que Batman gagne. Ouais, mais dans un combat, est-ce que Batman gagne contre Godzilla? Batman perd. Ça c'est pas sûr, hein. Mais si, arrêtez, il planifie les débats de cours d'école. Il planifie à l'avance. Donc, il fait un Bat Megazord énorme, et après, il lui pète la gueule, un Batzord. Mais non, mais tu vois, c'est ça aussi, le fait est qu'il y a des éditeurs qui peuvent pas se permettre, justement, de prendre le risque de s'aliéner une partie du lectorat qui, on le sait, est déjà restreint en France et qui fait chaque mois des calculs d'échelle pour pas... vous nous dites à chaque back issues, mon banquier va me détester, comment je paierai mon loyer demain, mais ce soir, je lis des comics. Il y en a quelques-uns après celui sur Red Bull Breaker aussi. Ouais. Désolé. Non, on n'est pas désolé. Nous déteste, on n'est pas désolé. On peut lui en parler. Sans c'est un banquier, c'est un enfoiré. Mais on vous rappelle aussi, c'est vrai qu'on le répète, hein, mais si vous ne pouvez pas acheter des bouquins, pensez aux bibliothèques aussi, hein. Notamment sur des non mais genre sur un podcast comme Brubaker, les criminels et tout ça, ça doit être dans les rayons de pas mal de choses vu que c'est quand même sorti il y a quelques temps. Il y a eu des éditions Panini en plus de certains travaux, les périodes Icon et tout, il y a eu pas mal de Brubaker indé en Panini déjà. Ok. Voilà. Mais à l'époque. Ouais. Moi, je suis moins certain que ce soit disponible dans des bibliothèques. Il y a beaucoup de vieilles éditions. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est remarquable. Moi, j'étais tombé sur des trucs de Watchmen, de DKR, pardon, mais longtemps vraiment avant Urban. Ah, de Comics USA, non, des trucs comme ça, là. Peut-être Semic, mais vraiment, c'est des, mais limite, en plus, en franco-belge, un peu cartonné et tout, vraiment bizarre. Donc, enfin, bizarre. Très bien pour l'époque, j'imagine. Mais bref, tout ça pour dire que, effectivement, soutien à Vestron, soutien à Bliss, soutien à tous les éditeurs du moment. Et rappelez-vous que le pouvoir est entre vos mains pour que ces boîtes évitent de prendre trop la flotte. Yes. Et du coup, maintenant qu'on a fait notre laïus sur les indépendants, c'est le moment de parler des grands, des gros, des pas indépendants du tout. Du côté de chez Panini, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors juste une petite note pour signifier une sortie qu'on n'avait pas forcément relevée à ce moment-là, mais c'est vrai que depuis le mois de juin dernier, en fait, ils ont lancé, tu sais, leur Epic Collection, qui justement est plutôt intéressante par rapport à cette thématique de la rapport du quantité-prix au nombre de pages, puisque c'est l'Epic Collection, c'est des gros volumes en souple à un prix abordable, on va dire, par rapport à la quantité de pages qu'il y a, par rapport on va dire, au 100% Marvel et aux éditions standardisées un petit peu de cet éditeur. C'est un truc qui vient des États-Unis, c'est maintenant l'Epic Collection, je crois. Ah oui, il y en a une quarantaine de tomes, je crois, de sorties chez Marvel maintenant. Il y a les Star Wars aussi qu'ils ont fait en Epic Collection. Ouais, les Marvel, les légendes, ouais. Ouais. Et donc là, en l'occurrence, je finis le truc, c'est le premier volume des X-Men. Après 2 volumes sur Spider-Man, si je dis pas de bêtises. Il y a eu ça en juin, ouais. Voilà, donc là, effectivement, ça vient de sortir mercredi 17 août. Donc c'est un album qui, voilà, dans l'idée, effectivement, de mettre un truc qui va parler au grand public et qui fait partie des vieilleries qu'il est vraiment important d'avoir lu, enfin des vieilleries, des comics de patrimoine, on va dire, qu'il est important d'avoir lu, puisque c'est la Dark Phoenix Saga, le destin du Phénix. Effectivement, c'est très épais puisque c'est quasiment 500 pages, je crois. Ouais, c'est souvent entre 400 et 500 pages, ouais. Ouais, pour 26€, donc effectivement, ça vaut carrément le coup. Et ça embarque donc le Run Uncanny X-Men de Claremont et Byrne entre les numéros 129 et 143, le Annual 4, le Marvel Treasure Edition 26-27, Marvel Team Up 100 et le numéro bonus entre guillemets de 84, Phoenix Untold Story. Donc il y a vraiment une grosse quantité de numéros Phoenix à lire. De toute façon, ça s'appelle Le Destin du Phénix, hein, le titre. Oui, c'est juste ce que j'ai dit. La Dark Phoenix, ça va, oui, Le Destin du Phénix, ouais. Donc effectivement, et comme d'hab, c'est avec 2 éditions proposées, une à 26€, une à 30€.
avec une couverture différente. Je crois que l'une est en rigide, l'autre en souple, si je dis pas de bêtises. Alors la 26 elle est en souple, effectivement, et la rigide est en dur, en cartonné. Oui, bah oui. Mais après ça perd un petit peu l'intérêt du bah, c'est sûr, bas prix, enfin mais la cover est plutôt, moi je préfère la cover de l'édition plus de luxe, tu vois. Bah, le truc de la Deluxe en fait, c'est qu'ils font un zoom sur une case ou sur un détail pour pouvoir faire en fait une couverture en wraparound, donc qui s'étend jusqu'à la 4e de couverture en fait, tu vois. Bah, c'est un zoom de la cover, la fameuse cover Uncanny X-Men 135 avec Jean Grey qui a les bras en l'air et tous les Marvel qui sont autour, enfin tous les X-Men qui sont autour aplatis par son pouvoir. Et ils ont changé un peu la colo, elle est plutôt jolie je trouve. Donc voilà, si vous n'avez pas lu la Dark Phoenix Saga ou si vous vous intéressez au run de Claremont Byrne, bon, je crois que ça a pas mal déjà été édité au format intégral avec les années. Bah, il y a eu des intégrales, il y a même eu même la Dark Phoenix Saga en fait, elle a été en Marvel Must-Have, elle était même dans une collection Hachette X-Men qui avait débuté en 2020. Donc oui, c'est un récit quand même très classique, pareil, qui à mon avis doit être disponible aussi pas mal dans les bibliothèques, mais voilà. Là, l'avantage c'est d'avoir un gros morceau et de pas avoir que la Dark Phoenix Saga, t'as quand même aussi un peu. Je sais que voilà, les Français apparemment sont fans d'Omnibus, donc apparemment plus c'est gros plus c'est bon ici, je sais pas. Mais peut-être si ça dépend des omnibus, mais vous les genoux avec des trucs impossibles à lire, vous avez ça aussi. Ça bien, tu sais, ouais, non, mais ça dépend. Je pensais à Arnaud, par exemple, avec son encyclopédie Sandman, qui est vraiment. Mais elle est incroyable. Elle est très bien. Pratique, très pratique. T'as tout en un. Oui. Bah non, t'as pas tout en un, t'as tout en 3, du coup. Non, 2. 2? Non. Tout Sandman en 2 énormes. C'est 37 numéros. Ouais. T'es sérieux? Bah ouais. Imaginez le monstre. Quand je l'ai vu, j'étais un peu choqué, quand même. Bah oui. T'inquiète pas. Elles disent beaucoup ça. Allez, Corentin, on continue. Mais de quoi il parle? On continue. Oh, il a fait une blague de sexe. C'est incroyable. On n'a jamais entendu ça. C'est pas son genre, en plus, d'habitude. Oui, c'est qui est si subtil et fin. Oui, c'est ça. Complètement. Je suis connu pour ma subtilité. Corentin, on reste du côté de chez Panini. Et justement, on vous parlait un petit peu avant de la répartition du lectorat entre les trucs très chers, les omnibus, et les trucs à petit prix. Eh bien, retour au petit prix, puisque vous le savez, depuis maintenant quelques années en fait, Panini et Urban proposaient voilà leur collection, d'un côté printemps des comics et l'autre un peu été des comics. Donc et cette année en fait, il y aura une deuxième collection à petit prix Marvel en librairie chez Panini. Donc c'est vrai qu'en tout il y aura eu 4 collections à petit prix, parce qu'il y a les deux. Donc il y a la première, c'était la collection Anniversaire Spider-Man. Il y a donc celle dont on va parler aujourd'hui, et puis il y a aussi une sur Dark Vador en fait, mais c'est Star Wars, donc c'est un peu différent. Et il y a aussi eu la collection des Grandes Alliances, mais qui est chez Carrefour, donc qui est pas officiellement un truc Panini, puisque c'est avant tout destiné en fait aux grandes enseignes. Voilà, donc c'est un truc. Même s'il y a des morceaux communs à ces deux collections, du coup. Il me semble qu'il y avait du Captain America Brubaker avec Soldat de l'hiver dans la collection Carrefour. Il y avait une partie. Là, se retrouve un peu ici aussi. Alors c'est pas, il y avait pas le Soldat de l'hiver, mais il y avait une partie effectivement du run de Brubaker sur Captain America, mais c'était pas le segment Soldat de l'hiver du coup, parce que c'est quand même coordonné pour éviter ce genre de doublon. Mais donc en octobre, il y a une nouvelle collection à petit prix qui suit vraiment la même chose que le printemps des comics de l'an dernier, que la collection Anniversaire Spider-Man, c'est-à-dire 10 albums en cartonné en semi cartonné. Là c'est un cartonné mais un petit peu souple quand même, à 6,99€ le tome. C'est numéroté, il y a une frise sur les dos, comme ça si vous les achetez tous, vous aurez une jolie frise, ça c'est vraiment le gadget un peu pour les... Non mais le truc c'est que ça marche, parce qu'il y a vraiment des gens qui disent putain merde, s'il y a une frise et s'il y a un numéro, je veux pas en prendre un tout seul. Par contre, si t'es pas un Yankee, en fait t'as un truc moche dans ta bibliothèque. C'est pas, moi je trouve pas, enfin je m'en fous, regarde, tu vois, moi j'ai 2-3 albums là justement, typiquement là Arnaud montre, c'est des X-Men ça du coup. Non c'était les printemps des comics si tu regardes en dessous en fait t'as les numéros avec Spider-Man bleu. Oui non mais je parle de celle du dessus là. Ah mais ça c'est la collection Hachette des X-Men, on a acheté 80 pour les devoir tous. C'est dégueulasse. Non mais c'est n'importe quoi, c'est tactique de marchand de tapis là. Bah non, c'est le principe des collections, mais t'adhères ou pas, mais moi j'en ai rien à faire d'avoir en plus, surtout que moi aussi je m'en fous justement, mais là je trouve ça pas beau du coup. On en reparle après. Une reliure c'est uni, c'est beau. Il y a la reliure de Mundus là qui est magnifique par exemple. Pas besoin de... Non mais ça j'aime pas cette tactique marketing. Continue. Ouais. Mais donc par contre ce qui est intéressant c'est le contenu bien entendu, puisque on va s'intéresser vraiment à ce qui sera publié. Donc ça s'appelle Marvel les grandes sagas, et l'idée c'est de proposer un ensemble de récits plutôt culte généralement sur des personnages qui ont eu une grande exposition au cours des 10 dernières années, que ce soit par le cinéma ou par la série télé. Donc on va vous faire juste le détail de ce qui est sans forcément en parler 10 minutes sur chacun d'entre eux, parce qu'on n'est pas dans un back issues non plus ici, Corentin, hein, faut pas mélanger. On dit j'aime et j'aime pas. On mélange pas les torchons et les serviettes dans First Print.
Ça veut pas dire ça du tout, l'expression. Je sais, mais je m'en fous, tu vois. Je suis dans mon podcast, je fais ce que je veux. Attends, je vais pas me laisser faire. Donc on va quand même dire, donc le premier c'est Captain America, le soldat d'hiver par Brubaker et Steve Epting. C'est bien. C'est très bien. Mais ça m'étonne. Je ferai une conclusion après. Oui. Les Gardiens de la Galaxie Cosmic Avengers avec Brian Bendis. Moins bien. C'est pas ouf. C'est sympathique, mais sans plus, hein. Grosso modo, c'est Star-Lord qui est en conflit ouvert avec son père de l'Empire Spartan, parce que la Terre est devenue au centre. Enfin, normalement, il y a un décret galactique qui dit que plus personne doit interagir sur Terre, sauf qu'au final, il se passe quand même des trucs sur Terre. C'est pas terrible. Thor Renaissance de Straczynski et Coppel. C'est très bien. C'est plutôt pas mal. Ça se passe après Civil War. C'est quand Thor est revenu d'entre les morts et décide en fait de restaurer Asgard et ses habitants sur Terre. Forcément, ça va ne pas plaire à tout le monde. Et ouais, c'est effectivement très bien. Bon, Daredevil, l'homme sans peur de Frank Miller et John Romita Jr. C'est incroyable, et le meilleur travail de John Romita Jr. qu'il n'a jamais réussi à égaler depuis. Voilà. Les origines définitives. Enfin, définitives non, parce qu'elles ont été non, mais ça reprend tout, quoi. Oui. Non, mais c'est le 101 de Daredevil, quoi. C'est ça. Vous avez le fameux costume qu'il a au début de la série Netflix vient de là aussi. Voilà. Donc ça reprend ses origines de Matt Murdock, son accident, sa rencontre avec Elektra, ses premiers bisbilles avec Kingpin, voilà, tout à fait. Et il y a Stick aussi dedans. Il y a tout. C'est l'origine, c'est le Year One de Frank Miller sur Daredevil. Ensuite, Thanos, la quête de Thanos de Jim Starlin et Ron Lim. C'est très particulier. C'est vraiment pour une catégorie particulière du lectorat. Faut aimer l'écriture à la Starlin. C'est les romans graphiques qui... Enfin, bref, c'est très particulier. Ron Lim, en plus, c'est un style qui est un peu vieilli. C'est une mini-série en 2 numéros à l'époque. Ouais, et pour le coup, moi, je dirais vraiment soyez fan de vieillerie. Ah ouais? Attends, moi j'adore par contre. Ça reprend vraiment en fait ce que vous avez un peu vu dans Infinity War, c'est-à-dire la quête de Thanos pour les pierres de l'infini, qui ne s'appelait pas tout de suite comme ça au début d'ailleurs, sauf que là vu que c'est vraiment le Thanos de Starlin, il fait ça en fait pour plaire à la mort, Lady Death, et moi je trouve que c'est trop bien. Enfin après moi le cosmique de Jim Starlin, j'adore vraiment la façon dont c'est écrit, la façon dont on explore vraiment des personnages plus délirants les uns que les autres. Donc voilà. Mais après, c'est par période, ça dépend de ce qu'il fait. En tout cas, c'est ce qui précède en fait le fameux gant de l'infini. Et donc voilà, pour moi c'est un petit indispensable aussi pour qui aime le cosmique à la Marvel. Je pense que ça aurait été mieux de mettre le gant de l'infini du coup. Mais ils l'ont fait le gant de l'infini justement dans la précédente collection de l'année dernière. Il me semble, ou je sais plus, mais ils l'ont déjà fait, ou alors non, mais le gant de l'infini c'est en Marvel Must-Have, donc faut être lucide aussi que certains de ces albums sont là aussi comme des prologues à d'autres trucs que tu vas des tremplins. Ensuite, Venom versus Carnage, un enfant est né de Peter Milligan et Clayton Crane. Alors ça, j'avoue, je ne l'ai pas. Clayton Crane, je sais que ça a été un dessinateur important sur Venom et Carnage à une époque. Bah oui, à cause de son style numérique dans les très très typés des trucs des années 2000. Mais en fait, c'est l'origine de Toxin. Ouais, c'est ça. Ah oui, là pareil, moi c'est dispensable. Non, c'est dispensable. Après, ce qui est intéressant par rapport à ce tome, c'est que t'as la mini-série complète. Ils avaient fait un Marvel Deluxe Venom versus Carnage avec en fait les différents travaux que Clayton Crane avait pu faire. Donc là, par contre, c'est très intéressant de se procurer à 7 € par rapport à un Deluxe qui en coûte 32, sachant que tu vois. Mais après, l'histoire en elle-même, si vous aimez vraiment les délires numériques de Clayton Crane et tout, c'est plutôt pas mal fait par rapport à Venom et Carnage, parce que ça grouille dans tous les sens, c'est assez organique et tout ça. Par contre, les personnages humains du coup sont moches, quoi, tu vois. Ouais. Je trouve autant que Clayton Crane comme sur le Ghost Rider Damnation, là ça marche de ouf, ce côté vraiment des humains un peu bizarres, parce que parce qu'il y a une on va dire une adéquation avec l'ambiance un peu poisseuse, et surtout que c'est garçonniste pour celui-là, tu vois. Autant là-dessus, je trouve que voilà. Toxin, c'est pas le meilleur. Non, Toxin, on s'en branle en vrai. Mais voilà. Ensuite, Spider-Man, un jour de plus, One More Day de Straczynski et Joe Quesada. Ça m'étonne qu'il l'avait pas déjà fait, ça, tu vois. Mais ils l'ont déjà fait, j'imagine. Je sais plus s'ils l'ont fait en Marvel Must-Have celle-là ou pas, mais c'est vrai que pareil, c'est une saga qui est décriée par rapport à son contexte de publication et par rapport au traumatisme que ça a causé. Oui, non, mais par rapport au traumatisme que ça a causé à tous les lecteurs qui étates fans du couple marié à l'époque, de Spider-Man, de Peter Parker et Mary Jane, puisque c'est l'histoire qui a précédé justement le run de Dan Slott, qui revient en arrière sur un Spider-Man beaucoup plus conventionnel, séparé de Mary Jane et qui va vivre des aventures à la con. Et la conclusion du run de Straczynski, qui est souvent cité comme l'un des meilleurs runs.
Voilà, le pacte avec Mephisto, le retour en arrière, effectivement. Beaucoup de gens ont chialé parce qu'ils revenaient en arrière, et aussi parce que c'est très bien fait et très poignant. Ouais, c'est super bien écrit. Le moment culte de la vie du tisseur, qu'est-ce que tu veux rajouter? Bah, tout le monde connaît One More Day, je pense. Enfin, un jour de plus. Oui, c'est ça, clairement, là aussi, c'est vraiment pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais c'est un petit indispensable. Ensuite, Deadpool, il faut sonner le soldat Wilson de Dwayne Churcinski et Jason Pearson. C'est sympa. C'est sympa. Ça, en fait, si tu connais vraiment pas Deadpool, ça te montre vraiment ce qu'il serait capable de faire en termes de méta-narration, en termes de quatrième mur et tout ça, et de pourquoi faut jamais faire confiance à Deadpool en tant que narrateur, puisque justement là, il est pris dans un procès parce qu'il a participé à une opération, une covert up dans un pays étranger. Il explique en fait ce qui s'est passé. Tu t'aperçois au fur et à mesure que en fait là, t'arrives pas à savoir en fait qu'est-ce qu'il raconte, ce qu'il raconte est vrai ou pas. Et ça sert aussi un peu d'origine. Il y a une sorte de twist final qui fait que c'est hors continuité en fait. Qui avait déjà été faite en 100%, je l'avais découverte à l'époque. C'est pas Deadpool Max, c'est pas le Deadpool de Jerry Duggan, mais c'est un truc sympathique. Si vous avez, en plus, effectivement, voilà, c'est vraiment, vous pouvez rentrer, sortir, sans avoir rien lu de Deadpool avant. Et puis c'est plutôt pas mal dessiné dans mon souvenir. C'est cracra, ouais, plutôt à la, Bacalo. Ouais, enfin, je dirais. Ouais, un peu à la Bacalo, ouais. Enfin, un trait un peu cartoony et tout, avec des références à Michael Jackson, bref, voilà, c'est sympathique. Ensuite, Wolverine, l'arme X de Barry Windsor Smith. Ouais, c'est qu'est-ce que tu veux dire. C'est l'origine de Wolverine par Barry Windsor Smith, l'un des plus grands dessinateurs encore en vie. Voilà, c'est... Non, mais c'est un indispensable. Vous connaissez Weapon X, j'imagine que vous l'avez déjà lu au moins 3 fois. Si vous l'avez, offrez-la. Voilà, si vous avez un pote fan de Wolverine, le fan de Hugh Jackman, c'est que c'est l'occasion. Et enfin, Civil War, Guerre civile, donc de Mark Millar et Stephen McNiven. Là aussi. Culte de Marvel des années 2000, le Registration Act, la bataille entre Cap et Iron Man, pareil, qu'est-ce que tu veux rajouter de plus? En fait, ça paraît évident et j'imagine que beaucoup des gens qui nous écoutent sont en fait des gens qui s'y connaissent un petit peu. Je sais pas s'il y a des gens qui n'y connaissent absolument rien. Donc c'est vrai c'est vrai que on parle de récits qui, pour la plupart desquels en fait tant de choses ont déjà été dites et écrites qu'on n'a pas l'impression qu'on a quoi que ce soit à y apporter. Mais voilà, le bilan c'est que sur les 10 récits proposés, bah avec Civil War, c'est marrant, ils appellent ça Civil War, guerre civile. Ouais, c'est Civil War point ou guerre civile point. Ouais, mais parce qu'il fallait un titre et un sous-titre en fait. Ça, c'est vraiment une question de nomenclature en fait, tout simplement. Bien. Mais voilà, donc t'as quand même Civil War, l'arme X, One More Day, Thanos Quest, L'Homme sans peur, enfin Man Without Fear, Thor Renaissance et Soldats de l'hiver. Ça fait, enfin pour moi j'en compte au moins 7 qui sont vraiment très 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 bons, 3 qui sont plus dispensables. Mais voilà, par contre clairement ça, à mon avis, ça s'adresse vraiment à des gens qui connaissent pas beaucoup Marvel encore, qui ont pas déjà ces récits dans les 12 000 éditions qui ont déjà été proposées, parce que là clairement c'est une opération aussi à bas coût pour Panini, qui a pas besoin de repayer des droits de traduction et tout ça, et qui profite en fait du succès, j'imagine, des 2 précédentes collections. Et puis ces albums-là, ont déjà tellement été rentabilisés qu'ils peuvent se permettre, en ne se disant pas que ça va avoir un impact négatif sur les versions précédentes qui ont déjà été achetées massivement. Bah c'est ça, ouais. Par contre, voilà, si on peut revenir vite fait sur le fait de mettre encore une collection à petit prix. Moi, mon avis a tendance à évoluer là-dessus, parce qu'au début, j'étais content. Je me suis dit, effectivement, même pour moi, c'est l'occasion. Rappelez-vous de tous ces podcasts où Corentin dit, mais ce qu'il faut, c'est des petits prix. Mais je pense que c'est bien quand même, parce que ça met les comics dans les mains des gens, et peut-être, là, en plus, il y a vraiment l'occasion de transformer des gens en passionnés de comics. Je veux dire, tu lis L'Homme sans peur de Miller, t'as envie de lire la suite de son run, tu lis effectivement le Barry Windsor Smith ou Weapon X, t'as envie d'aller chercher Monster après, peut-être. Ouais, mais c'est pas pas dit. Mais par contre, effectivement, moi, autant je trouve ça bien, effectivement, parce que les gens qui se posent la question du prix, et que c'est un rempart pour eux, peuvent y aller, c'est cool. Mais je pense aussi, voilà, à ce que disait Sullivan, à ce que disait Beaujoin, sur le fait qu'effectivement ces collections-là aussi inondent, comme Marvel en fait aux États-Unis, inondent les librairies et les comic shops indépendants, et que les gens rentrent juste pour ça. Alors on peut imaginer ils rentrent pour ça, et puis en chemin ils croisent une cover jolie et ils se disent allez, je vais prendre une photo avec. Le problème du truc, c'est que c'est plus des effets sur du moyen ou long terme en fait. Voilà, ça il faudrait vraiment. Et que ça, on en reparlera dans 5 ans. Mais oui, je pense que même les libraires effectivement voient peut-être des gens qui débarquent pour acheter spécifiquement un lot de 10 albums et ne reviennent plus après, ou reviennent 6 mois plus tard quand la nouvelle collection en débarque. Mais peut-être effectivement en plus que ça prend de la place dans les rayonnages, parce qu'ils ont souvent des bonnes PLV et tout, quitte à invisibiliser des albums plus précieux ou plus risqués qui sortiraient à ce moment-là, tu vois. Genre là, moi, je vais passer chez Album, chez Pulp. Enfin, bref, je suis passé dans la boutique de Saint-Michel, je sais plus laquelle, on va faire un petit tour. T'en as 2 à côté de Saint-Michel. Mais aussi le rayon manga maintenant, donc bref.
Enfin, il y a un département manga qui a ouvert. Bref, c'est là que j'ai acheté des figurines. On s'en fout. T'as acheté des figurines pour un pote, à ton âge. Ouais, bah, pour un pote qui est fan de JoJo's, etc. Donc, je suis acheté des figurines JoJo's et de One Piece. Mais c'est nul, JoJo's. Oula. Alors là. Ça, c'est juste pour trigger des gens. Là, tu vas te faire défoncer la gueule, là. C'est juste pour trigger les gens. Je veux que tu prennes ce morceau, t'as dit c'est nul JoJo's au ralenti. C'est nul JoJo's pour que les gens vraiment inondent tes commentaires et tes DM et te pètent la gueule dans la rue. Bref. Donc, je suis passé. Effectivement, il y a encore la collection Urban à petit prix, là. Sur laquelle il faut qu'on finisse ce putain de papier. Oui. Et donc moi voilà, je passe au rayon VO, je prends Ecolands, je prends un single de Peach Momoko et tout, puis je passe devant et je me dis c'est vrai que c'est trop con comme Arkham Asylum à 5 balles, tu le prends, tu vois. Et quelque part j'étais content parce qu'ils étaient quand même relégués un petit peu au fond, mais quand même un peu après c'est parce que c'est sorti en juin, donc je pense qu'effectivement quand tu passes en août c'est plus forcément mis autant en avant. Après cette boutique là justement t'as la VO d'abord, ensuite la VF, mais tu vois t'avais quand même des gros Sandman bien mis en avant qui était trouvé, que t'imagines un Sandman c'est ça, c'est rigolo. Wow. Non mais surtout et au pluriel quoi, plusieurs Ridge un peu chubby qui c'est ça. Salut, je suis Sandman. I'm Sandman. Ils étaient quand même disposés après justement ce truc là qui je pense participe du côté les libraires ont compris que les séries Netflix permettent des booms de vente aussi. Mais voilà, donc j'imagine si j'étais éditeur indé, avec la crise du papier, avec tu vois pas pareil, il faut bien les imprimer ces albums-là. Ouais. Tu te dis, est-ce que vraiment, à force d'en faire une habitude trop fréquente, les gens vont même pas se poser la question de pourquoi payer un comics plus cher que moins de 10 €. Bah oui, bien sûr. Justement, ils savent que régulièrement ils auront leur dose de comics pas chers. Et donc nous, on va rester une minorité qui sera prête à dépenser pour la qualité, pour faire vivre le marché et tout. Et là, effectivement, je commence à sentir, avec l'accélération de ces phénomènes, un léger danger en fait d'enfermer limite le lectorat curieux dans une poche en fait un peu crevarde qui va être alimentée comme je le rappelle pour les séries Marvel Studios qui pour moi font du tort aux comics parce que justement à part quelques curieux c'est vrai qu'ils font leur dose de tort, ils font du tort en comics aussi du coup c'est pas mal c'est pas le mot pas mal effectivement. C'est blague de donc oui, comme les séries Marvel qui, pareil, en fait, occupent une case dans l'esprit des gens qui est, moi, je veux du super-héros, Marvel régulièrement va m'alimenter. Peut-être que là, l'idée, en fait, je veux du comics de super-héros, régulièrement, en fait, je sais que je vais avoir des opérations à petit prix qui permettront, en fait, de jamais vraiment aller creuser plus loin, aller suivre les auteurs en indé et tout. Je sais pas, j'ai pas envie d'être alarmiste, j'ai pas envie non plus d'être enthousiaste. Pour moi, ça reste tout cool que les gens puissent lire des BD à pas cher. Mais est-ce qu'à terme, il n'y a pas, effectivement, un danger? Ce qui paraît sûr, c'est que ça peut pas être une porte de sortie. Enfin, ça peut pas être la solution miracle. Et on verra bien aussi avec la collection Urban Nomad qui arrive en cette fin de mois, alors qui est différente des opérations à petit prix parce que c'est une collection qui doit être durable en fait. Et d'ailleurs, effectivement, je viens de dire en fait, on m'a dit que c'était mon dernier tic de langage. Oui, c'est vrai. Donc, il faut commencer à moi, faire. Je dis rien. Tu vois, je te laisse tranquille. Il faut, oui, parce que moi je suis chiant et pas toi. Mais voilà, on verra bien si cette collection-ci va pas nuire entre guillemets à Urban Comics sur le fait que les gens vont se dire bon je vais attendre que tel ou tel truc sorte finalement en Urban Nomad, ce qui sera un peu stupide parce que c'est pas du tout le but de la collection non plus, puisque clairement ce sera jamais le format privilégié et c'est pas non plus un truc qui va être systématisé à tous les comics qui sortent. Mais voilà, c'est toujours ce truc très difficile de percevoir sur est-ce que c'est bon ou pas pour le marché. Moi, je pense que vraiment, par contre, si vous êtes lecteur passionné et tout, faites une grosse radia et vraiment, j'insiste, à chaque fois, je le répète, offrez-les à des petits, à des grands, à des gens qui sont curieux de ce que c'est les BD de super-héros. Parce que du coup, c'est un investissement qui vous coûte pas grand-chose et vous pouvez peut-être justement activer une passion chez quelqu'un ou motiver quelqu'un à se dire mais attends, c'est vrai que Marvel Studios en fait c'est de la merde, et moi ça me fait très plaisir. C'est pas tout le temps de la merde. Non mais tu vois, si quelqu'un a aimé le Thor Love and Thunder, tu lui offres le Straczynski Quapel et là il comprend en fait ce qu'il a vu et pourquoi c'était pas bien, tu vois. Ou Moon Knight par exemple. Ouais. Des BD c'est vrai que par contre non, mais c'est vrai que ça par rapport, on verra bien l'année prochaine ce qu'ils font, hein, mais c'est vrai que ça pourrait être bien aussi de proposer à la limite dans ce genre de format et ouais un petit Moon Knight surtout qu'il y aura probablement une saison 2 donc bref, la suite, ouais, on continue dans ces collections. Alors c'est pas forcément à petit prix, mais Hachette effectivement sort régulièrement des collections kiosques où c'est des albums cartonnés quand même, hein, mais ça reste, c'est vraiment là à destination des kiosques. Ils avaient fait, on vous en a parlé juste avant de la collection X-Men, et maintenant ils font en fait une collection qui s'appelle Marvel Origins. Et alors je te donne en mille, Corentin, à ton avis ça va être quoi le contenu?
Ça va être. Ça s'appelle Marvel Origins. Ouais. Alors, Attends, laisse-moi réfléchir. attention, il y a peut-être un Ça piège. va Hein. être un run totalement mineur pris dans la continuité au hasard par une équipe créative dont personne ne se souvient. C'est mieux. C'est mieux que ça. Bon Ah oui, parce mais qu'en pourtant, ça fait. te paraissait super vendeur. Ouais, mais du coup, c'est 6 numéros qui sont pris au hasard en plein milieu d'une saga. Ouais. Comme ça, tu comprends absolument rien de ce que tu lis et ils ont essayé de prendre aussi génial. ça où les morceaux où il y a le plus de personnages que personne ne connaît. Mais et on dit que l'édition prend pas de risque en France. Voilà. Franchement, bravo. merci, achète. Tu viens remplir un vide. Voilà. Et d'ailleurs, en plus, ils mentent complètement parce qu'ils disent que c'est Marvel, mais parfois ce sera du DC. Bah, bien sûr. Par exemple, Valiant, ils prennent Threshold, tu vois, une série de DC Comics. Tu te rappelles de cette série? Bah voilà. Bah, ils prennent les numéros 3 à 9 de Threshold. Il y a Tintin aussi. Et voilà. Et ils prennent 5 pages de Tintin au Congo et après ils les mettent avec 5 pages de Tintin Picaros. Et dans le désordre. Tu sais pas exactement, genre. Les cases sont inversées, tu comprends. Voilà. Qu'est-ce qu'il fout? Tu dis, il était au Congo, maintenant il est chez les Aztèques. Et tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Les dialogues sont réécrits, enfin, il y a des paroles de rap dedans, enfin, c'est bizarre, quand même. Qu'est-ce qu'il fume, Chachette? C'est vrai. Mais pour de vrai, alors, par contre, voilà, le titre est explicite. Les origines, ça veut dire que c'est les premiers numéros des grands personnages Marvel? Oui. Cool. Du coup, c'est vachement plus simple. C'est sûrement un petit peu plus vendeur, mais c'est moins risqué que ce que nous on proposait. Mais pourquoi pas, hein, vous voulez faire de la thune, nous on veut pas, hein. C'est chacun a ses ambitions. Et il y a encore des connecting reliés. Oui, mais ça, c'est évident, c'est le principe des collections Hachette. Si vous commandez l'ensemble des, je sais pas combien il y en aura, mais sûrement 80 comme la collection X-Men. Il y a forcément 80 personnages duquel on peut prendre les 80 premiers numéros sortis. Oh mon Dieu. Donc pourquoi pas. Après, clairement, c'est une collection un peu particulière parce que les premiers tomes donc sont consacrés d'une part donc avec Spider-Man, forcément avec Amazing Fantasy 15 et Amazing Spider-Man 1 à 5. Ensuite, c'est les 4 Fantastiques avec les 5 premiers numéros de la série Fantastic Four d'origine. Pour Thor, on prend les premiers numéros de Journey into Mystery dans lequel il est apparu. Et pour le tome 4, ce sera Hulk, ce sera les 6 premiers numéros de The Incredible Hulk. Donc des comics sortis pour la plupart à partir des années 60, hein, en tout cas pour les personnages les plus historiques, puisque voilà, ils ont quasiment tous été créés par Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko, Josie Note. Voilà, il y a aussi du Bill Everett pour Daredevil par exemple, mais voilà, en somme, c'est des héros pour la plupart créés dans les années 60, donc ça va être une collection avec une majorité d'albums de comics des années 60. Et c'est une narration qu'il faut apprécier. C'est un style graphique qu'il faut aussi apprécier. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, ce qui est bien, c'est que le premier album est à 3,99. Puis après, le deuxième, forcément, vu que c'est une collection Hachette, ça augmente, ce sera 8,99. Et après, le prix standard, ce sera 13,99. Donc, 1 euro de plus quand même que les X-Men qui étaient à 12,99 tomes. Et ça reste quand même des ensembles de 5 à 6 numéros. Donc, techniquement, le prix est toujours très intéressant par rapport aux 6 numéros à 17, enfin entre 16 et 20 euros qu'on peut trouver ailleurs. Mais je sais pas vraiment à qui ça va s'adresser, parce que les lecteurs vraiment qui connaissent pas, et les lectrices qui connaissent pas, je suis pas sûr que les comics du Silver Age comme ça leur plaisent d'emblée. Et les vrais connoisseurs, je pense qu'ils sont déjà passés par la case Marvel classique des intégrales de Panini pour en avoir beaucoup plus. Hein. Si vous avez l'image du Kirby des New Gods ou ce genre de choses, faut se rappeler que Kirby il vient de quelque part aussi. Hein. Les premiers numéros des FF, c'était pas du tout ce qu'il fera plus tard en termes de compo graphique, en termes de style, en termes de découpage. C'est vraiment très différent. C'est poussiéreux. Encore une fois, j'adore ce terme. Pareil pour Spider-Man, les débuts de Ditko, c'est pas Mr. A. Parce que Ditko, c'est devenu un virtuose ensuite, mais quand il commence, c'est très bien. Après, ils sont cool. Je trouve que les Spider-Man, ça va. Les gueules, quand même, des persos, c'est compliqué. Ouais, mais je trouve que le charme, on va dire, d'époque fonctionne plus sur du Spider-Man que, par exemple, sur du Fantastic Four. Ou même, même les X-Men, les premiers X-Men, moi, je les aime pas, hein. Premier X-Men, moi, ça va. Le premier, après Thor, c'est vraiment un des personnages sur lesquels Kirby s'est le mieux révélé. L'incroyable Hulk, oui, pareil. Mais t'en penses quoi de cette collection kiosque? C'est vraiment le début où il tchatchait tout le temps. C'était trop chelou le début de Hulk. Moi, je suis pas très fan. Mais non, ouais, je suis d'accord. Parce que je vois pas à qui ça s'adresse en fait, parce que le grand public, c'est de la BD trop pointue en fait. C'est de la BD de connaisseurs qui revient vraiment aux origines, comme les grands fans de cinéma vont regarder les premiers films de Méliès en trouvant ça magnifique, alors que un mec du grand public qui est habitué à Michael Bay ou autre metteur en scène, je ne veux pas incriminer Michael Bay, il voit ça, forcément il se dit oui, mais du coup, enfin, c'est rigide, etc. Et en même temps, les grands fans de comics, eux, ils ont déjà les intégrales Panini par année qui font très bien ce travail de recomposition historique et qui le font depuis super longtemps, et probablement que tout le monde a déjà lu. Enfin, en tout cas, les grands. Après, il y a peut-être, en fait, c'est juste que ça, c'est que le public, c'est peut-être celui d'entre deux, c'est-à-dire celui qui connaît un petit peu quand même, mais qui a pas lu les grands classiques et qui a une opportunité quand même
de les découvrir dans une opération qui économiquement est pas trop mal. Encore que, hein, Moi, je trouve ça quand même un peu, enfin, c'est pas ultra rêche. Par contre, les albums, enfin, le premier album sur Spider-Man est sorti là. Il est disponible quand vous écoutez ce podcast quand il sort. Et les 3 autres sont prévus toutes les 2 semaines, en fait, sur le mois de septembre. Donc, c'est quand même un rythme, par contre, qui va être soutenu. Hein. Bah oui, mais tu prends la Marvel Epic Collection qui vient de faire ça avec Spider-Man, il y a pareil, il y a les 15 premiers numéros de ah oui, non, il y a des Ditko pour 26 balles. Oui, non, mais de toute façon, là aussi, c'est du matériel qui a déjà été publié maintes et maintes fois. Hein. C'est ça. Enfin, et, même voilà. tu dis que c'est pas cher. Oui, si on prend le rapport comparatif avec les Panini habituels, c'est pas cher. Par contre, c'est des histoires qui ont été largement rentabilisées. Là, à mon avis, ils auraient pu, enfin, 14 balles pour lire, entre guillemets, des trucs qui, encore une fois, qui sont pas un plaisir de lecture immédiat. Enfin, probablement qu'on va se faire tuer en disant ça, parce qu'il y a plein de gens qui sont ultra fans de ces comics-là, qui pensent que c'est la vraie essence de l'écriture et tout, enfin, du dessin et tout. Mais, moi, franchement, je conseillerais pas d'y aller, en fait. Ouais. Voilà. Bah, à voir. En tout cas, sachez que c'est disponible, que ça existe et que ça a le mérite d'exister, que enfin, l'avantage, c'est que, bah après, je sais qu'il y en a qui aiment bien du coup se faire le plaisir d'aller dans les kiosques toutes les 2 semaines pour chercher son petit album. Et moi, je l'ai fait d'ailleurs avec la collection X-Men parce qu'il y avait quand même beaucoup de parties du run de Claremont et j'avais pas forcément les moyens de me prendre toutes les intégrales en Marvel classique. Donc, je trouvais que c'était plutôt sympa d'aller toutes les 2 semaines chercher un morceau d'un prix au hasard en fait du run de Claremont pour la plupart des albums. Et il y avait aussi des X-Men des années 90 et tout ça. Donc, ça permet de découvrir des choses que tu connais pas là-dessus. Oui, non, ça, c'était l'avantage pour les X-Men. Mais c'est vrai que pour ça là, vu que c'est des choses a priori bien connues, bah après faudra voir parce que là forcément c'est les premiers héros les plus connus. Donc c'est des choses déjà forcément beaucoup éditées tout ça. Après s'ils font Moon Knight, s'ils font des She-Hulk, c'est pas non plus transcendant. Non, je sais, mais voilà, mais s'ils font des choses comme ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo, c'est sûr. Voilà, en plus, tu cites 2 personnages parce que même pour Miles Morales, les meilleurs runs arrivent après leur début. En fait. Oui, c'est ça. Non, mais je veux dire que même pour des personnages plus récents comme Miles Morales, au final, ça a été fait en Marvel Next Gen et c'est plus intéressant dans ce format. Même Daredevil, ce qu'il faut éditer, c'est les débuts de Miller à ce moment-là, les débuts de Stan Lee et Bill Everett. Je veux pas être méchant, c'était sympathique. Oui, mais c'est pour le patrimoine, le patrimoine. Mais on verra bien. On en reparlera quand on connaîtra les tomes suivants. Ouais, ok. Allez, Corentin, une dernière actu du côté de la VF et on parle justement de Urban Comics qui fera en fait une publication simultanée pour la mini-série Gotham Knights Gilded City, donc ce qui sera sûrement traduite par La Cité Dorée, c'est parce que c'est le plus simple. En fait, le titre, on vous en avait déjà parlé parce que c'était annoncé à la SDCC et en fait, un détail que je n'avais pas vu effectivement dans le communiqué, c'était que la publication est simultanée mondialement dans 9 pays, un petit peu comme pour le podcast Batman Spotify. Ils font une opération dans le monde entier et donc la France fait partie des pays qui le publieront en single issues et c'est là où je vous avais déjà pointé à l'époque, donc il y a un mois, que il y avait vraiment une façon d'opérer comme Batman Fortnite, puisqu'il y avait un code pour débloquer du contenu dans le jeu Gotham Knights, puisque c'est un comics qui est en préquel au jeu de Warner Bros Games Montréal, et au final c'est vraiment complètement ce qu'a fait Marvel cette année avec Fortnite Marvel Zero War, puisque là bah effectivement on a de nouveau une publication simultanée single issues. Alors que tu vois le futur. Peut-être. Tu vois dans l'avenir, c'est quoi les numéros du loto? Qui c'est qui va gagner la Coupe du Monde au Qatar? Je sais pas. Ce sera pas la dignité en tout cas. Ouais, c'est sûr. Mais ni la justice, ni les droits humains. Ouais, c'est ça. mais voilà. Alors autant pour Batman Fortnite, ils avaient fait juste pour le TPB. Autant là, ils vont faire comme ce que Marvel a fait avec Fortnite cette année, c'est-à-dire aussi en single issues. Donc à voir si ça marchera. Ça va forcément moins marcher que le Batman Fortnite puisqu'il n'y a pas la marque Fortnite derrière et que l'avantage de Batman Fortnite c'est que tout le monde avait déjà joué au jeu. Alors que là, Gotham Knights, ça va sortir pour accompagner le jeu. C'est un comics qui se situe en préquel, mais le jeu, techniquement, personne ne l'aura fait. Donc là, ça va. Après, la marque Batman, elle est forte en elle-même. Mais je doute quand même que ça aille tirer à du 50, 60 000 exemplaires comme Batman Fortnite. Surtout que là, c'est des single issues. Le Batman Fortnite qui a super bien marché l'an dernier, c'est le Zero Points aussi parce que c'était le TPB à 12 €, t'avais les 6 codes inclus dedans. Ouais, donc sûr. forcément, c'est plus intéressant alors que là, repasser à la caisse 5 fois ou 6 fois pour 4,90 €, là, ça reste un investissement un peu plus important. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Et toi, tu en penses quoi? J'ai rien à ajouter à ce que tu dis. Toi, tu t'en fous, de toute façon. Ça t'intéresse pas. J'ai rien à foutre. Voilà. Mais ça a l'air ça. Je vais pas jouer au jeu, je vais probablement. Tu vas pas jouer au jeu? Ah non, je vais pas jouer au jeu. Non. Ah, tu t'en fiches de... J'ai rien à foutre. mais t'aimes bien les Batman Arkham pourtant. Ouais. Mais c'est pas Batman, là.
Là, c'est des personnages qui m'intéressent pas. Oh là là, le mec. Il y a Nightwing. Très bien. Bah, en tout cas, moi, je vous en Parce qu'il y a parlerai. Batwoman dans la série. Hein? Non, il n'y a pas Batwoman. Non, je me bats les couilles. Eh bien, je vous en reparlerai de toute façon, parce que moi, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse. C'est pas que je suis pas forcément bien, fan de ces produits, mais par contre, je suis toujours intéressé d'un pur point de vue analyse du marché, de voir si ça Point de vue prend. business. Voilà, si ça prend. Un peu le BFM business de ce podcast. Ouais, Ouais. vite fait. Si. Allez, Corentin, on va parler de quelque chose qui t'intéresse plus alors pour la VO avec Jamie Hewlett qui fait une réédition de The Phoebes et Get Foo. Voilà, get the freebies. Get the Phoebes ou The Get Foo, je sais pas. Phoebes. Ouais, non, mais. pardon. J'espère qu'on a rien à foutre en fait. Bah, c'est, Tu non, voulais par le contre, mettre dans le non, programme. non, mais Jamie Hewlett, je connais pas, donc je te laisse. Mais par contre, Bah, tu connais Gorillaz. tu vois, à la différence, oui, mais j'aime pas Gorillaz. À la différence de, Quoi c'est encore un truc pour trigger les gens. C'est fort. Attends, je vais faire comme il aime pour. pas JoJo's, il aime pas Gorillaz, il adore Alien Covenant. Ses goûts musicaux sont ce qu'ils sont, ça après je pas shamer un pote, mais Bah, je suis le pire. Mais si, j'aime bien Gorillaz, je rigole. Mais j'aime bien trigger les gens un petit peu T'aimes pour pas en disant Gorillaz. des horreurs. mens. Ça, pas hein? vrai. T'aimes Si, pas Gorillaz. bah, Cite-moi tous les morceaux de chaque album de Gorillaz dans l'ordre avec tous les featuring. bah, je suis pas un Sinon grand. t'es pas un vrai fan. Non, mais je suis pas un vrai fan, par contre, clairement. Ah bon. Mais par contre, Dare, elle est incroyable, tu vois. Who's coming Feel Good Inc. aussi, coming elle est super cool. Ouais, t'en Ouais. as certains, voilà. Et en live il déchire aussi. C'est fort possible. Mais donc, Jamie Hewlett, oui, donc, Jamie qui est le Hewlett, dessinateur qui a créé, l'identité visuelle du groupe de Damon Albarn. Je sais plus comment ça s'appelle. Damon Albarn Comics. Albarn. Albarn Mara, pardon. Qui est aussi le créateur de Tank Girl. Oui. Et bien joué. voilà, donc il va rééditer des anciens Avec Damon travaux. Albarn. Effectivement, alors c'est vrai que Jamie Hewlett, bon, on le connaît pour Gorillaz et pour Tank Girl, mais c'est une personne en fait qui est devenue très populaire très vite et très riche très vite, qui a plus besoin en fait de faire de la BD dès le premier album de Gorillaz et qui s'est peu à peu retiré. Il a fait quelques comics avec Milligan aussi, un truc Haircut quelque chose dont je ne me souviens pas exactement du titre. Il a fait un petit segment dans la Doom Patrol aussi de Morrison. Mais à part ça, effectivement, c'est vraiment un itinérant des comics. Il vit de Gorillaz, il vit des projets qu'il fait avec Arban, comme Journey to the West, Monkey, il fait une comédie musicale qui avait été faite par Damon Albarn et qu'il avait pareil réalisé un peu un petit court-métrage et quelques illustrations, qui étaient très jolies d'ailleurs. Mais donc les comics de Hewlett, ils se comptent sur les doigts d'une main, et Get the Freebies fait partie des projets, on va pas dire que c'est très long parce que c'est publié dans un magazine, c'est des histoires assez courtes qui, mises bout à bout, font une petite saga de 12 segments, on va dire, qui sont assez agréables. C'est toujours aussi bien dessiné, c'est toujours aussi taré, c'est toujours absurde, pop, cool, avec des références au kung-fu, des références aux mutants, un monde post-apocalyptique très fluo, très sous acide, etc. Et donc ça va être édité par Z2 Comics, qui est donc un éditeur qui s'intéresse beaucoup aux projets musicaux, qui en fait fait beaucoup d'adaptations, alors soit d'histoires écrites par des musiciens, soit d'albums visuels, soit de ci, soit de ça, voire de biographies de musiciens aussi en BD. Ils ont aussi fait d'ailleurs les albums de Major Lazer, où l'artiste, on ne va pas me revenir là, qui en fait illustre les pochettes de Major Lazer, avait développé un scénario sur la base de leur narratif, on va dire, qui était plutôt joli d'ailleurs. Et donc là, ils ont été récupérés Get the Freebies, qui a en fait déjà été adapté par la BBC pour une série qui s'appelle Full Action. Du coup, ce qui fait que le nom en fait va tendance à varier de Full Action à machin, pour savoir qui est le vrai titre. Un projet qui effectivement, donc, je crois, n'a jamais été réédité en dehors de Face, ou alors il y a très longtemps au point que c'est vraiment devenu un objet rare. Donc c'est chouette, et vu que la série en fait n'avait pas été commandée, il y avait eu un pilote qui était tourné, qui a reçu de très bonnes critiques, mais les audiences étaient catastrophiques. C'est un pilote en images réelles en plus. Le co-créateur et scénariste en fait de la série télé a écrit un roman en fait. Il a novélisé ce qu'aurait dû être la première saison. Donc tous les scripts qu'il avait écrits à l'époque vont être novélisés, mis dans le bon ordre, et récupéreront des illustrations de Philip Bond, qui était en fait le meilleur pote de Jamie Hewlett avant Damon Albarn, avec qui ils ont été ensemble à l'école de dessin, et qui se sont croisés, parce que pareil, Philip Bond est un grand fan de musique. Je crois même qu'ils avaient habité ensemble à un moment donné, donc Philip Bond a réalisé des illustrations bonus pour le roman en fait du co-créateur, et tu as tous les comics Get the Freebies dans le même album, ainsi que des concept art, un mini comics inédit a priori de Jamie Hewlett qui vient servir d'intro au roman, et puis voilà, des photos de tournage, tout le récit en fait de la prod du pilote. Donc, alors moi je vais pas vous mentir, j'ai pas vu le pilote et je compte pas forcément le voir. Par contre, c'est vrai que du Hewlett inédit, ça n'existe quasiment plus en comics, et avec une couverture qu'il a réalisée pour l'occasion, bon, qui est très minimale, hein, c'est les deux personnages dans un rond blanc, c'est très joli mais c'est très minimaliste. C'est chouette, voilà, pour les fans comme moi qui attendent le film Gorillaz, qui regardent les clips de Gorillaz avec passion et intérêt, même si c'est revenu à la 3D, ça fait chier, alors qu'on avait une belle 2D sur Song Machine.
Donc voilà, si vous êtes comme moi fan de son coup de crayon, et si vous ne connaissez pas Get the Freebies, qui est effectivement très difficile à trouver, à la fois en numérique comme en papier, c'est disponible à la précommande, ça sort en automne, et ça coûte quand même 50 €. C'est un peu cher. Mais bon, voilà, on peut aussi soutenir Z2, qui est effectivement une boîte qui fait des projets dont on parle très rarement, alors que quand même des trucs par-ci par-là qui sont assez intéressants. Parce que ça n'arrive pas en VF de toute façon. Ah oui, là, je pense pas que ça arrivera. Enfin, Gorillaz, c'est connu, mais pas au point de, les projets de Houlette, même Tangirl, on sait que c'est édité par 619 maintenant. Ankama. C'était Ankama. Enfin, c'était 619, mais, sous Ankama. Je suis pas sûr qu'il le poursuive. La popularité de ce personnage-là, même, c'est vachement étiolé. C'est même plus lui qui les fait maintenant. Donc je m'attends pas à une sortie VF imminente, mais si ça vous intéresse, c'est en VO et il livre partout en Europe, donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Allez, on continue du côté de l'indé avec plusieurs projets qui ont été annoncés, qui ont l'air sympas. Du côté de Boom Studio, c'est Jason Aaron qui revient un peu au Creator Round pour une mini-série en 3 numéros qui s'appelle Once Upon a Time at the End of the World, qui est donc une histoire d'amour, mais dans un contexte post-apocalyptique. La Terre a été dévastée par l'inaction climatique. Par Macron, clairement. Voilà. Et deux personnages qui ne se connaissent pas vont se rencontrer et à vivre une histoire d'amour. Le principe, le truc un peu plus original de ce projet, c'est que chaque numéro est illustré par un artiste différent et on imagine qu'il y a un intérêt aussi narratif derrière ce changement d'artiste. On sait que Alexandre Tefengi, qui a fait le très chouette The Good Asian, d'ailleurs, et qui vit pas très loin en Belgique, sera l'illustrateur du premier numéro. On sait aussi que Nick Dragota sera l'illustrateur du second numéro, donc on attend d'en savoir plus pour le troisième. Mais le projet a l'air plutôt cool. Oui. Moi, je suis content de revoir Aaron en Creator Round parce qu'en mainstream, il a quand même tendance à me lasser un peu. Il est jamais vraiment éloigné du Creator Round. Il a toujours fait The Goddamned en parallèle. The Goddamned, le rythme de publication, tu m'excuseras quand même. Hein. Sea of Stars, dans ce cas-là. Ouais, Sea of Stars, on en reparlera dans un autre podcast, mais déjà, il coécrivait et puis c'était pas ouf non plus. Non, c'était pas ouf non plus. Mais ce que je veux te dire, c'est que il a jamais abandonné pour de bon l'idée de faire des créations. Ah non, il a pas abandonné. Là, c'est un projet en 3 numéros. Et comme tu l'as dit, et c'est curieux parce qu'il fait pas beaucoup de trucs courts à Aaron en général. The Goddamned, ça a tout de suite été pensé comme une anthologie biblique en plusieurs volumes. Scalp, c'est très long. Seven Bastards, c'est plutôt long pour une série Image Comics. Donc il faudra voir ce qu'il donne sur des petits trucs. Pareil, au niveau de la romance, j'ai pas souvenir que ce soit un genre dans lequel il soit beaucoup investi. Ouais, mais c'est post-apo aussi, donc à mon avis, ça risque d'être un peu violent, oui, c'est ça. Oui, probablement. Donc c'est effectivement assez intriguant. Les artistes ont l'air bons. Moi, je suis toujours curieux de ce que fait Aaron, même si effectivement Sea of Stars m'a déçu. Je pense qu'il est pas pour grand chose. Et le voir un peu prendre de la liberté, de la distance avec Marvel. Moi, franchement, s'il pouvait arrêter de faire du Marvel, ça m'irait très bien aussi. Donc, encore que son Punisher est vraiment pas mal, mais c'est vrai que Punisher est pas mal. Ouais. Même si j'ai bien aimé Avengers. Là, je suis dans la période avec Avengers Forever, donc avec je viens de finir pour Iron Man, Ant-Man, Tony Stark. Ouais. Et tout. Mais je viens de finir le premier arc de Avengers Forever avec ce que fait sur Avengers, donc j'ai 3 numéros de retard par rapport à la VO, quoi. Mais c'est pas mal, tu vois, ça c'est un peu fun, mais c'est vrai que il serait temps qu'il passe à autre chose, en fait. Tu vois. Il développe une nouvelle saga, une blague? Non. Une nouvelle saga chez Image Comics, une blague? Ah. Ce serait un peu du plagiat s'il faisait ça. Une ongoing, voilà, merci. Une ongoing justement comme Scalp, comme Seven Bastards, avec un nouvel univers, de nouveaux personnages. Mais je pense qu'une fois qu'il aura fait, il fait son Avengers Assemble Alpha là à la fin de l'année pour faire la conclusion de son run l'année prochaine sur les Avengers, et j'espère qu'après Kieron Gillen va récupérer les Avengers. Ouais, mais j'espère surtout que Aaron aura plus de temps pour complètement être à 50-50 maintenant, tu vois, alors que là il est quand même 80% du temps chez Marvel. C'est vrai. Autre auteur prolifique dont on relate souvent l'actualité, parce que le mec écrit plus vite qu'on arrive à avoir le temps de lire, c'est Matt Kindt, qui continue dans l'espionnage après Mind Management, après quelque part même Black Beach, c'était un petit peu de l'espionnage quelque part, tu vois. Bang aussi. Après Bang, donc Berserker aussi. Non, Berserker c'est de l'action, oui. C'est pas un espion, c'est pas un espion. Chier, pardon. Justement, c'est un mec qui tire dans le tas parce qu'il est indestructible. C'est donc une forme d'espionnage, ok. Ouais. Voilà. Ouais, c'est quand tu joues à Deus Ex, c'est que tu vas au lance-roquettes. C'est-à-dire que t'as action de Deus Ex. Voilà, c'est que t'as pas forcément compris l'intérêt. Mais voilà, donc Matt Kindt revient à l'espionnage avec la série Spy Superb. Yes. Chez Dark Horse. Chez Dark Horse, on n'a pas la durée encore, et d'ailleurs même les visuels, parce qu'ils sont marrants chez Hollywood Reporter, c'est eux qu'on fait l'annonce, et j'ai bien vérifié sur le Twitter de Matt Kindt, c'est la seule référence qu'on avait au moment où c'est tombé. Je regarde depuis, c'est qu'ils ont même pas mis les visuels en galerie, en fait. T'as juste le header avec la tête de Matt Kindt et les 2 couvertures. Tu dis, ok, j'aimerais bien zoomer pour voir si c'est joli.
Mais bon, bref, et c'est eux qui ont fait l'annonce, effectivement, parce que maintenant, Matkin va devenir comme Brubaker un sujet de préoccupation pour la presse ciné. Maintenant, Non, mais après, le Hollywood Reporter fait de temps en temps des papiers comics, quand même, hein. Bah ouais, mais plus souvent, ce sont des mecs comme Brubaker, justement, que sur des petits projets de Image ou de Dark Horse. Oui, bah, ils l'ont pas fait pour l'annonce de Shirtless Bear Fighter 2, mais voilà. Maintenant qu'il y a Depth Edge qui est en développement, qu'il y a Berserker qui est en développement, où il est quand même co-créateur officiel, qu'il y a 2 séries Netflix, Mind Management et Bang, qui arrivent bientôt. C'est voilà, Bleeding Cool qui posait la question de savoir si ce serait pas Keanu Reeves qui a facilité ce genre de projet. On peut probablement se poser la question, parce que moi, je vois mal un producteur ouvrir Mind Management et se dire « Oh, trop bien, ça a l'air facile à adapter. » Parce que j'ai très hâte de voir comment ils vont s'en sortir. Donc là, il est accompagné par son épouse, Charlene Kint, qui avait déjà travaillé avec lui sur justement Depth Edge, où elle faisait les peintures, enfin les espèces d'aquarelles qui servaient de colo. Et c'est l'histoire en fait d'un espion involontaire, c'est-à-dire que c'est un espion qui n'a pas conscience que c'est un espion. Une agence d'espionnage, une agence de renseignement en fait, le déplace sous des faux prétextes. Alors on peut imaginer genre vous avez gagné un voyage en Russie. Et en fait sur place le gars il a une chance soit insolente soit une malchance de folie qui fait qu'il résout les missions sans le vouloir. C'est-à-dire qu'en fait il arrive dans un endroit et, par exemple je sais pas si la mission est de tuer quelqu'un, on va dire que sur un quai de métro il va le bousculer sans faire gaffe en se penchant pour ramasser un billet et que le mec va mourir et donc mission accomplie. Et comme en fait il est balourd et qu'il est indétectable parce que lui-même ne sait pas que c'est un espion, bah c'est le meilleur espion de la Terre. Et donc régulièrement en fait les assassins, la mafia, etc. essaient de le tuer, mais il arrive toujours à s'en sortir. Il y a un petit côté Inspecteur Gadget, tu vois. Ouais, l'anti Mr Bean quoi. Un petit peu aussi, ouais. Enfin voilà, c'est un truc qui nous fait penser à beaucoup d'histoires. On a pu déjà lire justement où un héros involontaire se retrouve dans une situation qui le dépasse de ouf. Donc voilà, il va répondre à un coup de téléphone et en fait s'apercevoir qu'il mène une double vie sans le savoir. Et donc là, bah, il va quand même devoir, en comprenant qui il est, enfin, ce pourquoi il est utilisé, échapper à des super tueurs. Et là, il va se dire, mais ça se trouve, c'est vrai, je suis vraiment un espion de malade, parce qu'en fait, je fais rien de spécial, et je ne suis personne, et pourtant, j'arrive à m'en sortir à chaque fois, donc peut-être qu'il y a un truc par rapport à ça. Donc voilà, un scénario qui a l'air plutôt comique, un peu comme Bang, qui déjà était une sorte de déconstruction, en fait, des tropes de l'espion, une parodie des recasts réguliers de James Bond, entre autres choses. Donc oui, voilà, Matkin qui est effectivement un champion de l'espionnage qui s'amuse à déconstruire le genre, un peu comme Marco Joe Casey s'amusait à déconstruire le genre des super-héros. On va pouvoir a priori bien s'éclater. Moi, je suis content et j'aime bien ce que fait Charlene Kint en termes de colorisation. Ça tombe justement peu de temps après l'annonce des 2 séries Netflix que seront Bang et Man Management, et effectivement de la popularité qu'il a en ce moment. Et même du fric qu'il a, j'imagine, par rapport à Berserker, parce que je sais pas quel est leur contrat, mais ça a fait de très grosses ventes et ça a probablement dû inciter Kint à se le mettre sur son imprint à lui. Oui, j'ai oublié de le dire, c'est chez Dark Horse, mais c'est surtout chez Flux House, qui est sa maison d'édition, enfin son imprint juste pour lui, où il va essayer de travailler les formats, où il va annoncer un album de comics qui serait un jeu de cartes, par exemple, un projet voilà déjà assez bizarre, ou un jeu de plateau qui serait une histoire, en fait, comics aussi. Donc vraiment plein de trucs vraiment très très barjots, très barrés. Il y a le jeu de plateau Mind Management qui arrive bientôt aussi, s'il n'est pas déjà arrivé d'ailleurs. Et on a hâte de voir ça parce que c'est un mec très talentueux, très créatif et j'ai envie de dire banco. Voilà. Très bien Corentin. C'était intéressant. C'était très intéressant. Okay, cool. Et franchement, j'ai hâte de lire ça. On continue, Corentin. Grande nouvelle après 10 ans d'attente, je sais pas, en tout cas facile 4 depuis l'annonce qui avait été faite en 2018 ou 2019. Le titre Batman The Joker Deadly Duo de Marc Silvestri va enfin voir le jour. Ça arrive au mois de novembre. Dans un black label, hein, forcément, une vision d'auteur par Marc Silvestri, donc fondateur du label Topco, créateur de Witchblade et The Darkness, qui donc s'autorise à faire une version un peu horrifique de Gotham City, dans laquelle en fait Harley Quinn et le commissaire Gordon vont disparaître, ce qui va amener le Joker et Batman à faire équipe pour les retrouver tous les deux. Et il y aura plein de couvertures variantes, puisque c'est forcément un petit événement de voir Silvestri faire du Batman et du Joker dans le Black Label. Corentin, on a attendu quand même cette histoire. Hein. Je crois qu'on en rédigeait déjà dessus sur DC Planet à l'époque. Toi, tu l'as attendu. Après, moi, personnellement, ça va. Toi, c'est vrai que toi, tu t'en fiches un peu. Je dormais pas. J'avais pas les yeux ouverts la nuit en disant putain, quand est-ce que ça va arriver et tout. Après, c'est sympathique parce qu'on voit que Silvestri effectivement donne un peu dans l'horreur. Ça ressemble plus justement au début de The Darkness où il y avait ces espèces de pattes ombrageuses et ces coups de crayon un peu plus légers que ce qu'il a fait en général sur les super-héros plus classiques.
Le principe fait penser un peu à Batman Europa aussi, avec l'alliance de Batman et du Joker. J'admets que c'est pas un événement pour moi, ce serait plus un événement pour les fans très durs du style de Silvestri. Les fans de Witchblade, les fans de Darkness, je pense, sont ravis. Mais oui, voilà, ça participe encore une fois du fait que Batman attire un peu tous les gros noms de l'industrie, que ce soit scénariste, dessinateur, et que ça pour moi ça banalise en fait les projets de ce genre-là, puisque à force tu te dis mais oui, mais en même temps quel grand nom n'a pas encore fait du Batman? Quelque part, voilà, Jim Lee, Finch ont déjà fait du Batman, c'est des cousins graphiques de Marc Silvestri, même s'il a évidemment une patte très différente aujourd'hui. Voilà, enfin limite McFarlane revient bientôt aussi, pareil, pour faire un Batman Spawn. On va en parler d'ailleurs plus tard dans le podcast, mais cet emballement pour les vedettes des années 90 en ce moment, moi j'admets que ça me passe un peu au-dessus de la tête. Parce que j'ai pas l'âge en fait pour reconnaître cette génération-là au moment de son apogée. Donc très bien pour vous si vous avez 45 ans et que vous avez vraiment kiffé Darkness Spawn et Savage Dragon, tout ça. On n'a pas eu de Eric Larson Batman d'ailleurs. Ça serait une annonce qui serait intéressante de faire justement pour la capitalisation des 30 ans d'Image Comics et tout. Mais sinon, ouais, chouette, très bien. Voilà. C'est la fin de cette phrase pendant qu'Arnaud termine un DM à sa maîtresse. Non. Douglas. Saucy Douglas, c'est ma maîtresse, mais du coup, c'est pas ça. Très bien. Mais écoute, moi, je suis quand même plutôt content, mais là, faut pas mettre trop d'attentes non plus, en fait. Parce qu'il y a quand même une planche, là, la double page qui a été montrée, elle est pas ouf, je trouve. Là, avec le Batman qui a une posture quand même très rigide. Je trouve les covers de Kelly Jones plus intéressantes, en fait. Kelly Jones, ça fait toujours plaisir à voir, hein, clairement. Mais quand est-ce qu'il revient, lui? Il fait chier. Ouais, c'est vrai. S'il fait que des couvertures maintenant, c'est un petit peu dommage. Son Swamp Thing, c'était chouette, hein, quand il avait fait un petit peu de Swamp Thing, là. Allez, deux autres grosses annonces chez DC Comics également, avant de bientôt finir la partie comics, les Wildcats qui sont de retour. Ouais. Ça, c'est quand même assez incroyable. Wildstorm, retour en force à l'automne, quand même, hein. Ouais, carrément. Les Wildcats, c'est pareil, donc ça participe, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, de l'essor, enfin, de l'événementialisation, en fait, des 30 ans d'Image Comics. Puisque à l'époque, avant de devenir l'un des patrons de DC Comics, pas DC Entertainment, Jim Lee évidemment a commencé chez Image Comics avec les Wildcats. C'est son premier travail salarié pour Image Comics. C'est le début en fait de l'univers Wildstorm, tout part des Wildcats. C'est pour ça qu'il y a Wild dans le nom et Storm pour Stormwatch. Donc oui, c'est le retour des Wildcats, mais surtout c'est le retour en fait de l'univers Wildstorm, en général. Donc un univers qui empaquette énormément de séries, de projets, parmi lesquels voilà les Stormwatch, The Authority, Planetary, les Wildcats, le Grifter aussi, le Midnighter qui est membre de la Authority. Donc voilà des personnages qui étaient très populaires à une époque. C'est un peu le haut du panier justement, en tout cas au niveau scénario de ce qui s'est fait dans les années 90. Il y a eu du Alan Moore qui est passé dessus. Il y a eu du Scott Lobdell aussi, mais voilà, personne n'est parfait. Il y a eu du Warren Ellis évidemment. Il y a même eu du Mark Millar sur The Authority. Donc voilà, c'est un peu un truc culte pour cette génération de fans là. On se rappelle effectivement que même si ça appartenait à Image Comics au début, Jim Lee a vendu en fait Wildstorm en à 99, DC. ouais. Exactement, et c'est là qu'il a récupéré un poste très important chez DC, qu'il est devenu exclusif DC. Et ces personnages-là ont continué à évoluer dans leur coin sans qu'on les fasse chier. Il y avait Jane 13 aussi que j'ai oublié de citer, jusqu'au New 52 en fait. Jusqu'en 2010, c'était en fait des fusions de continuité. On a fusionné aussi la continuité de Wildstorm avec la continuité de la Terre principale, Terre Prime. Et à partir de là, en fait, les séries en fait de l'univers Wildstorm ont commencé à décliner progressivement. Il y a vraiment que le Midnighter qui a surnagé grâce à Grayson. Ouais, parce qu'au début, ils avaient fait du Team 7, du Grifter aussi. Stormwatch, ouais. Stormwatch. Et mais c'est vrai que les séries ont pas pris du tout. Et en fait, Fairchild aussi dans une série aussi dont j'ai oublié le nom. Voilà, donc c'est vrai que en fait le retour de Wildstorm a toujours été quelque chose d'un peu fantasmé, ou souvent sur quelque chose on essayait d'un petit peu de faire de l'événementiel, enfin d'éditorialiser de façon événementielle. Et c'est vrai qu'il y avait une première relance qui a été faite par Warren Ellis avec le titre The Wildstorm, qui était dessiné par John Davison, qui était vraiment mortel et qui reprenait vraiment des éléments assez classiques, hein, de cet univers pour une sorte de techno-thriller d'espionnage et hyper brutal, mais qui reprenait aussi cette histoire de guerre entre les Kérubim et
et les Daemonites, qui est le ciment de l'or, donc deux races aliens qui se livrent une guerre et qui était le ciment du premier titre Wildcats. Ils ont créé des hybrides sur Terre et baston. Voilà. Et sauf que il y avait aussi Michael Cole, je sais plus comment ça s'appelait ce titre, mais qui était horrible parce qu'il était dessiné par quelqu'un. Je vois ce que c'est. C'était dégueulasse. C'était horriblement c'était pas inintéressant parce que c'était la version bizarre, enfin la version de cet univers Wildstorm où il reprenait les personnages d'ici mais qui étaient tous un peu à la The Boys, tous des pervers et des dépravés, enfin des gens affreux. Et donc c'était Michael Cole qui était envoyé sur place pour les buter, donc c'était plutôt rigolo dans le principe. Mais par contre c'était dessiné par quelqu'un, j'espère que le mec n'a plus retouché un crayon de sa vie parce qu'il y avait des trucs de perspective, juste des trucs de perspective avec des escaliers, tu savais même pas dans quel sens. On en avait parlé dans un podcast, mais ça allait être très vieux, je pense. Ouais, c'était sur DC Planet à l'époque, on se moquait de ce truc, mais parce que vraiment les escaliers, il est dessiné, tu savais pas si ça montait ou ça descendait, quoi. C'était comme quand moi je dessine des escaliers, vraiment, c'était pas beau. Ouais. Et voilà, il y avait plein de trucs. Du travail chez DC, du coup. Ouais, non, mais franchement, c'était, je sais pas, j'ai pas envie de faire non, je vais me taire. Et après Warren Ellis, il s'est passé ce qui s'est passé sur l'affaire des dénonciations de ses agissements vers les femmes. Mais c'est même pas que ça a pris super longtemps aussi. Il y avait un titre Wildcats qu'il devait faire, il avait dit que ça allait arriver et finalement, de toute façon. Il parlait régulièrement dans sa correspondance et en fait. Ça s'est pas fait. Parce qu'il y avait pas d'artiste. Et après, de toute façon, parce que, pendant un certain temps, de toute façon, il pouvait plus écrire. Après, il y a eu l'affaire de la prédation, effectivement, qui a enterré pour de bon l'univers Wildstorm de Warren Ellis. Voilà. Et donc maintenant, ça revient. Voilà. Sauf que c'est très différent puisque c'est du Wildstorm quand même ancré dans la continuité des séries. C'est plus la continuation de ce qui a été fait au moment des New 52. Et aussi de ce qui a été fait pour Future State, enfin, le nouvel univers DC, puisque c'est Matthew Rosenberg qui va écrire la série Wildcats. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je trouve, parce que son grifter des petits numéros Future State qu'il avait fait, on avait pointé du doigt à l'époque. Il a continué à faire des backups après dans le titre Batman, en fait. Okay, aussi, hein. D'accord, j'avais pas lu ça. Donc voilà, Rosenberg et Stephen Segovia au dessin pour la série Wildcats principale. Plutôt cool. Et une série Waller versus Wildstorm, donc pareil, qui insiste bien sur l'idée que tout est en continuité. Parce que surtout là, ça c'est Evan Narcisse, oui. Parce que ça se situe dans les années 80, donc ça reprend l'époque de la guerre froide. On parle de Checkmate, donc grosse agence d'espionnage dans l'univers d'ici, et justement d'une lutte en fait pour avoir le contrôle de Checkmate qui se fait entre Jackson King, qui est donc celui qui a le poste de roi et qui accessoirement été l'ancien dirigeant de Stormwatch, et qui va être en opposition avec Adeline mince, j'ai plus son nom de famille. Fairchild. Non, l'ex-femme de Slade Wilson, Adeline Kane, voilà, qui elle vient de recruter une certaine Amanda Waller, et on imagine que Waller, elle est très arriviste quand même, et elle n'hésite à rien, donc elle va sûrement poutrer tout le monde pour prendre le contrôle de Checkmate, sûrement saboter l'organisation, et puis peut-être aller développer la Task Force X ensuite. C'est ça, donc c'est Eric Battle au dessin. Pardon, le micro. Eric Battle au dessin, pardon. Donc un projet qui nous évoque un peu aussi la Suicide Squad de Ostrander, un truc un peu plus géopolitique, un peu plus espionnage, coup dans le dos que super-héros musclés avec mitrailleuse. Moi, les deux projets, je te dis, étant plutôt content de ce qu'avait fait Rosenberg sur le Grifter, je trouve ça intéressant. Ça peut être l'occasion de canaliser un peu son côté justement espionnage qu'il avait raté pour moi sur Punisher. La deuxième projet, je connais beaucoup moins bien Ackerman et Narcisse. Narcisse c'est pas bien parce qu'il a fait le Rise of the Black Panther, donc c'était vraiment pas très bien. Ouais. Et c'est vrai que depuis, après c'est quelqu'un qui écrit aussi pour les jeux vidéo et tout ça et pour les séries télé, donc il est forcément moins dans les comics, quoi. Ok. Et sinon après ça, il y aura, avec ça plutôt, il y aura un numéro 30 ans anniversaire, machin, donc là qui est l'occasion de faire beaucoup de variantes et de mettre Jim Lee, de faire dessiner Jim Lee. C'est toujours sympa de faire dessiner Jim Lee. Et voilà, donc moi je veux pas non plus sauter au plafond et me cogner la tête, voilà, donc, vu que le plafond est haut, tu y arriveras pas de toute façon à te cogner je la pense tête. que je suis capable de le faire. Attention, alors je pose le micro. Aïe, t'as fait cogner la tête. Ouais, mais voilà. Les gens n'ont pas entendu ton super bruitage puisque tu ne... Ouais. Je l'ai refait, t'as vu, je me suis encore cogné. J'ai deux bosses maintenant, voilà, comme les cornes de Daredevil. Donc ouais, bon voilà, c'est pas non plus le truc le plus réjouissant du monde, parce que ça reste l'univers de Wildstorm dans une continuité qui est celle de DC Comics, donc il y aura pas la même liberté que les projets de Warren Ellis ou que les projets de l'époque. Je trouve ça un peu dommage, par exemple, qu'on n'ait pas été chercher des gens comme Cy Spurrier, par exemple, qui sont un peu la continuation des grands scénaristes britanniques un peu punk de l'époque, ou d'autres auteurs énervés, parce qu'effectivement, il y a quand même eu pas mal de très bons scénaristes qui sont passés dessus. Même Garcenis, je pense qu'il serait encore intéressé à l'idée de faire du Midnighter.
Même si son Midnight Dare était vraiment très crado, c'est l'époque où il se gênait pas pour défoncer des gueules et tout. Enfin, remarque, est-ce qu'il se gêne encore aujourd'hui, je ne sais pas. Mais ouais, tu vois, ça aurait probablement eu plus de gueule. Par contre, dans la dans le climat des séries DC modernes, ça a l'air d'être fait avec enthousiasme. Faut quand même se rappeler que le mec qui dirige DC actuellement, c'est le mec qui a fondé Wildstorm et qui a inventé tous ces personnages-là. Donc, j'imagine que Jim Lee ne laissera pas faire n'importe quoi, même si on peut aussi ne plus avoir confiance en Jim Lee aujourd'hui, hein, évidemment. Ouais. Voilà, pour le numéro anniversaire de Ratora, par exemple, du J. Scott Campbell, du Brett Booth, voilà, parce que Oui, Jim bah, Lee a c'est ramené- un- Jim Lee a ramené son clone raté, son bizarro à lui. Bah, c'est lui qui l'avait recruté. Hein. Ben oui, je sais, mais voilà, donc c'est effectivement, encore une fois, ça participe de cet esprit du moment où les années 90 sont devenus le nouveau, les nouvelles tablettes enfin, les nouvelles pierres de Rosette des fans de comics modernes, et où il faut absolument rendre hommage à tout ce qui s'est fait à l'époque. Si c'est bien fait, tant mieux. Si c'est maintenant bien fait, tant pis. Et il y aura la pelletée de variantes, comme d'habitude. Très bien. Et autre grosse nouvelle aussi du côté de DC Comics, c'est Geoff Johns qui revient également en force cet automne avec un one-shot The New Golden Age avec une nouvelle série de GSA et avec une mini-série Stargirl qui avait été annoncée De longue date. en mai 2021. On a vu la confirmation dans un one-shot Stargirl qui aurait ensuite une série qui a mis 1 an et demi Ah, mais même, il à en voir parle le jour. depuis longtemps. Oui, c'est vrai qu'il en parle depuis longtemps. GSA. Stargirl, personnage qu'il a créé en hommage à sa sœur décédée, personnage aussi qu'il gère sur sa série télé, parce qu'il en est le showrunner, et d'ailleurs le créateur de la série télé. Donc, et la GSA aussi, ça avait tellement, depuis le début de Rebirth, en fait, qu'on nous dit qu'il y aurait une nouvelle série régulière GSA, qui va prendre une forme qui n'est pas du tout celle imaginée sûrement au début de Rebirth. Probablement pas, non. Non, probablement pas. Et dans lequel, en fait, mais malgré tout, il va garder des éléments dans ses récits de ce qu'il a installé avec Doomsday Clock, hein, puisque Marionette et Mime seront de nouveau là, comme ils le sont dans Flashpoint Beyond, parce qu'on parle de Nostalgia, qui est un personnage qui apparaît dans les dernières pages de Doomsday Clock 12. Ouais, Donc, c'est le Johnnyverse, enfin, le Johnnyverse, que, Le Jonesverse. le Johnnyverse, j'aime bien, moi. Le Jonesyverse? Ouais. Ok, pourquoi pas. Je te le laisse. Merci, c'est sympa. Donc effectivement, Golden Age qui sera l'introduction en fait du nouveau run, enfin de la nouvelle ongoing GSA, dans lequel en fait la GSA, donc on imagine du canon de Geoff Johns ou bien de l'âge d'or, va en fait simplement voyager à travers le temps et va se confronter à Nostalgia en retrouvant un personnage qui a été perdu dans le temps, des premiers personnages de la GSA, qui ensuite interviendra dans l'ongoing pour dire les gars, vous n'êtes pas au courant, mais Redcon Cosmic, il y a un des membres en fait de la GSA depuis le début qui est un traître. Et ça va être l'amorce du premier volume. Quant à la série The Lost Children Stargirl, c'est une mini en 6 avec Todd Knock au dessin qui simplement explore l'idée que des jeunes adolescents et adolescentes super-héros, un peu les Teen Titans de la GSA, se font enlever les uns après les autres. Donc Courtney va s'associer à Red Arrow pour mener l'enquête. Bon, un projet qui est cool parce que c'est Geoff Johns sur Stargirl et c'est là, pareil encore une fois, comme Jim Lee pour les Wildstorm, on imagine que même s'il a pu prendre par-dessus la jambe certains projets comme par exemple Batman Earth 3 que moi je trouve un peu bâclé, Ouais, carrément. là la GSA ça lui tient trop à cœur pour qu'il fasse n'importe quoi et c'est la fin d'une longue arlésienne un peu comme le Mark Silvestri Batman Joker. Dans le rapport de Geoff Johns à DC Comics, il y a quand même peu de choses qui lui tenaient justement autant à lui, autant à cœur que de faire la suite de ce foutu volume. Il est lourd ton chat. Il est gros. Allez, attends. Qu'est-ce qui se passe? Donc ouais, c'est bien, c'est chouette, et espérons que ce soit le Geoff Johns de qualité qu'on attend depuis quand même quelques années, puisque ce qu'il a fait récemment chez DC, je suis désolé de le dire, ce n'était pas terrible. On peut, voilà. Flashpoint Beyond, ça se rattrape. Flashpoint Beyond, c'est mieux. Mais pareil, pourquoi Mime et Marionnette, cette obsession qu'il a avec Doomsday Clock pour dire, regardez, si, il est un peu canon quand même. Non, il est pas canon. S'il est pas canon, c'est pas possible, ça ne tient pas debout. Ça peut pas être canon, Flashpoint Beyond. Mais si, parce que tout est canon, parce qu'il y a maintenant, il y a l'omnivers, donc tout est canon. Oui, c'est ça. Voilà. Bah ok. oui. Youpi. C'est pas possible. Mais non, c'est faux. Il faut l'accepter. Donc voilà. Il faut suspendre ta suspicion, c'est quoi? Suspicion consentie d'incrédulité. Voilà. Suspension of disbelief. Ah, voilà, c'est ça. Il faut suspendre ta... Non, ma crédulité est à fond. Très bien. Je suis crédule. Et allez, on termine juste pour la petite annonce sur le relaunch des Fantastic Four qui avait été annoncé par Marvel à la SDCC. On avait vu juste sur l'auteur, c'est bien Ryan North qui l'écrira. Par contre, c'est Iban Coelho qui sera le dessinateur. Une équipe créative pas mauvaise, hein, finalement. Bah, en soi, Ryan North, donc c'est surtout The Unbeatable Squirrel Girl. Ouais.
Iban Coelho, on en parlait récemment avec Dark Ages, qu'il avait fait. C'est un des artistes Stormbreakers. Ouais, pareil, de la Maison des Idées. Le style années 90, c'est tout à fait ça. Et Alex Ross aux couvertures, après avoir fait celle de Immortal Hulk et du Iron Man de Christopher Cantwell. Donc ce sera joli. Un projet qui va pas durer beaucoup plus qu'a priori que 12 à 18 numéros, parce qu'ensuite il faudra le relauncher quand le film sortira. Bon, ça me paraît très évident. C'est typiquement, c'est comme le Scotty Young qui dure 12 numéros avant le Deadpool de Kelly Thompson. Pourquoi tu manges ton micro? J'aime manger mon micro. Il nous a fait une Elvis, là, c'est, donc oui. T'es pas obligé de raconter tout ce qui se passe dans ce podcast. Mais non, mais ça me déstabilise. Je suis obligé de dire pourquoi je rigole, sinon je ne comprends pas. Je crois juste que je suis fou. Bon. Donc, ouais, pourquoi pas. Mais j'admets que moi j'aimais bien les Fantastic Four de Dan Slott. Je suis un peu peiné que ce run-là s'arrête. Peiné. Mais d'ailleurs, Dan Slott, je trouve qu'il est moi, je suis plutôt pas mal depuis qu'il s'est arrêté sur Spider-Man. Le Tony Stark était bien aussi. Donc, pas que toi t'es peiné, alors que moi je suis plutôt ravioli, tu vois, mais franchement. Allez, franchement, salut. mais non, mais franchement, c'était bon. Attends, je vais continuer à tester au plafond tellement c'était incroyable. Donc ouais, non, c'était, voilà, Ryan North qui ban Coelho. Il s'est rien passé. Je nie cet événement. Allez, Arnaud, la suite, vite. C'est très bien cette blague. On passe à la partie série télé. S'il te plaît. On passe à la partie, Maquet. Au maquet, je m'embrouille. Est-ce que tu es peiné que la CW a été revendue à 75% au groupe Nexstar, ou est-ce que tu t'en bats un peu les spaghettis? Alors je m'en bats les spaghettis. Non, je suis plutôt gnocchi sur cette news. Ouais. Dans le sens où c'est pas surprenant, c'est les gnocchis, tu connais le goût des gnocchis, tu sais comment ça va rendre dans ta bouche. Mais c'est fondant. On le savait effectivement de la longue suite d'annulations qui a frappé la CW depuis le début de l'année. Ça a déjà été très clairement dit qu'en fait, depuis qu'il n'y a plus le deal avec Netflix, la CW, de toute façon, on n'allait plus être rentable à un moment donné. Le Wall Street Journal avait déjà dit que c'était Nexstar qui était clairement un géant en de la pole télé position. Voilà, donc il possède en somme tous les tout plein de chaînes de télévision locales par état en fait dans tous les États-Unis. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'on a appris apparemment que la majorité du public de la CW c'était des vieux. Ouais. En fait, ça c'est trop marrant. Le spectateur. C'est ça, c'est 58 ans, ouais. La moyenne d'âge du spectateur est de 58 ans, ouais. Donc c'est quand même assez curieux pour peut-être c'est des vieux qui. Mais après, parce que c'est ceux qui regardent la télé, mais en soi, après il y a CW Seed aussi, le streaming et tout ça. Il y a les deals avec les plateformes. Donc peut-être qu'en fait que le public pour lequel c'est destiné regarde, mais pas sur la CW. Ah peut-être. Ouais. Il regarde par d'autres canaux de diffusion. Hein. Donc bon voilà, effectivement c'est pas étonnant, ça ne veut pas dire évidemment que la chaîne s'arrêtera de faire des adaptations de comics. Absolument pas, puisqu'elle va continuer de produire de commander des choses à Warner Bros Télévision. En fait, on en parle parce qu'il faut en parler parce que ça reste important et parce que Warner Bros Discovery n'est plus du tout actionnaire majoritaire, parce qu'ils en gardent que 12,5% avec l'autre partenaire qui est Universal de mémoire, je crois. Et en fait, c'est simplement que ils ont pas acheté, en fait, ils ont pas donné des sous, c'est qu'ils ont repris en fait à eux pour eux la dette de la CW. Viacom CBS plutôt. Ouais, mais qui appartient à Universal du coup. Non, c'est l'inverse, c'est Viacom CBS possède les studios Universal. Ouais, mais alors si je retrace ce que j'avais écrit, il me semblait que c'était vraiment l'entité Universal qui gérait le truc. Mais d'accord, bah probablement. Mais voilà, c'est surtout que ça va techniquement pas changer grand chose sur la stratégie, parce que de toute façon la CW voulait changer parce qu'il y avait plus d'Arrowverse à faire tenir. Donc il y aura sûrement une raréfaction des produits DC, mais déjà est-ce que c'est si grave que ça? Berlanti Productions continue à travailler avec Warner Bros, on le sait, par exemple la série Green Lantern de Berlanti est toujours en... Paramount, rien à voir, pas Universal. Oui, Paramount, c'est ça, ouais. Paramount, Star Trek, donc CBS ou Viacom, c'est ça. Désolé. C'est pas grave. Donc, oui. Non, mais voilà, après, bon, en plus, on sait que Berlanti est plutôt sur un bon streak en ce moment, avec plusieurs produits qui sont vraiment intéressants et qui sont produits directement pour HBO Max, produits. Donc non, ça va pas changer grand chose. Si vous êtes fan de cette façon de faire, il y aura encore des trucs qui vont sortir. Si vous en avez rien à foutre, bah ça va pas changer grand chose à vos vies. Et si vous trouvez que c'est mieux que ça s'arrête, bah effectivement, il se peut qu'il y ait un peu moins de CWDC. Par contre, il y aura toujours autant de CW comics super-héros, c'est leur créneau, ils n'ont pas de raison de s'arrêter. C'est ce qui a fait leur fortune. Et par exemple, le pilote de Powerpuff est toujours a priori dans les cartons. La Gotham Knights, la série Gotham Knights, pas le jeu vidéo, est toujours dans les cartons. Enfin, est toujours va se faire. Voilà, enfin, c'est juste la CW change de patron, quoi. Ouais.
Bah en fait non, même pas. Enfin, parce que techniquement Mark Davids reste toujours en plus à la tête de la chaîne. Donc en fait c'est juste du rachat. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même dit qu'ils voulaient que Nexstar veut quand même développer le côté plus télé, se recentrer sur le facteur vraiment télé et pas juste sur les exports en fait de production à l'étranger. Donc, en fait, on verra pas forcément les développements nous-mêmes puisque de toute façon, c'est pas une chaîne qu'on a à côté de M6 et TF1. Exactement. Et puis par contre, ça veut peut-être dire que Warner Bros va plus privilégier HBO Max pour les séries originales. Enfin, HBO Discovery, machin. Leur plateforme. Le truc qui est mail skewed. Là, leur truc, exactement. Le truc SVOD sera plus la priorité que ce que la CW avait été avant, parce que la CW a quand même a pris beaucoup de personnages. Et même si je pense qu'elle les gêne plus maintenant, on sait qu'il y a toujours ce principe que quand une adaptation est faite, elle peut invisibiliser un projet de film, etc., etc. Donc oui, de toute façon, voilà, les séries Berlanti, elles ont la même gueule que ce soit sur la CW ou sur HBO Max. Et justement, HBO Max, on sait que les projets Peacemaker, The Penguin et Green Lantern sont sauvegardés, on va dire. Et même prioritaires maintenant. Hein. Ouais, c'est ça. Par contre, ça craint parce que Young Justice, a priori, pas de saison 5. Alors, le fait est, c'est que quand HBO Max a commandé une saison supplémentaire après Cartoon Network, en fait, ça a été toujours une seule saison. Ils en ont pas commandé 2 ou 3. Donc, peut-être que c'est juste pas encore renouvelé, mais pour l'instant, c'est quand même le producteur Greg Weisman qui a dit qu'il y avait pas de plan pour une saison 5. Et en plus, vu que DC publie des comics Young Justice qui font suite à la série animée, est-ce que c'est comme ça qu'ils vont conclure le truc, ce qui serait un petit peu triste. Et puis surtout, il y a pas mal de contenus qui disparaissent de la plateforme en ce moment aux États-Unis. Alors nous, on n'a pas HBO Max, donc on s'en fout. Notamment la série, tu vois, la série animée Aquaman King of Atlantis, elle a disparu. Ouais. Et plein de trucs apparemment, même assez populaires. Une trentaine de contenus en fait ont disparu. C'est super chelou. C'est trop bizarre. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Et là, par contre, c'est clairement une incitation pour le piratage, en fait. Mais oui. Mais surtout qu'en plus, c'est une création originale, King of Atlantis, qui a été faite pour HBO Max. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi t'enlèves des contenus de ta plateforme? C'est débile. Le but, c'est pas d'en rajouter, plutôt. Et du coup, ils réduisent les abonnements pour essayer ils réduisent le prix des abonnements pour essayer de minimiser, en fait, les gens qui se barrent. Mais là, c'est un très mauvais message à envoyer aussi aux créateurs qui va vouloir bosser avec eux après. On leur dit, bah, tu vois, vas-y, viens faire des trucs pour nous. Puis après, d'ici un an ou deux, bon, ça se trouve, on enlèvera et parce que pour eux, c'est des cartes de visite, hein, pour les créateurs. Bien sûr, mais je pense que c'est concomitant avec l'idée qu'ils vont fusionner avec Discovery Plus et que du coup, ça pose des problèmes. Mais des problèmes de quoi? Enfin, tantôt juridiques, tantôt parce que Aquaman de serveur, j'en sais rien, mais King of Atlantis, ça gêne quoi, en fait? Mais je sais pas, mais je te dis, c'est parce qu'il y a trop de documentaires sur les fonds des océans, du coup, ils disent, ils veulent pas mettre une série humoristique qui se passe au fond des océans. C'est débile, hein. N'importe quoi. Il y a trop de trucs au fond des océans, là, on arrête. Ah, non. Faut arrêter maintenant, monsieur. Non, je sais pas, honnêtement, quand j'ai vu la news tomber, j'étais en mode, mais parce qu'on pourrait couvrir cette actualité, bon, après, elle est très américaine, mais en vérité, c'est tellement non-sensique que ça doit se jouer, c'est pas, encore une fois, hein, on trouve des explications à l'annulation de Bad Girl par rapport aux taxes et compagnie, mais par rapport aux tableurs Excel, les décisions qu'ils prennent en ce moment, moi, je comprends rien du tout. Je pense qu'en fait, ils auraient juste dû intégrer les programmes Discovery et HBO Max et garder le nom. Enfin, il y avait déjà suffisamment d'abonnés pour que ce soit un truc pérenne, solide, stable. Je sais pas s'il y avait plus ou moins d'abonnés à leur plateforme Discovery Plus. Ah oui, il y en avait moins. T'es sûr? Bah, t'as pas 80 millions de gens qui vont s'abonner à une plateforme de documentaires. Ah bah, qu'est-ce que t'en sais? Bah, vérifie si tu veux, mais je prends Paris Kebab si tu veux, tiens. Non, j'ai pas envie. On va manger après, en plus, ça tombe bien. Non, mais j'ai pas envie. Non, mais c'est sûr et certain. Enfin, c'est la plateforme Discovery Plus, c'était, c'est pas HBO Max, quoi. Il y a pas Peacemaker sur Discovery Plus, quoi. Non, mais t'as un truc sur les aigles royaux, d'Allemagne du Nord, et ça, quand même, c'est pas mal. Alors, déjà, tu dis n'importe quoi. Il y a pas d'aigle royaux en Allemagne du Nord. Bah, si. Paris Kebab. Mais il y a des aigles royaux mais je sais, Allemagne. Je rigole, mais t'en sais rien. C'est que Arnaud, étymologiquement parlant, ça veut dire aigle protecteur en allemand. Comment il se la raconte? Ouais, Corentin, ça veut dire, c'est un ouragan, je crois, en celte. Corentin, ça veut dire sac poubelle. J'ai le brevet des collèges la semaine prochaine, les gars, faut que je dorme, que je me couche tôt. Hein. Bon. Tu vois? Faut savoir rester jeune. Moi, je suis content d'être au collège. Non, t'es juste con. Pas content, t'es juste con. Donc, voilà, super cette blague, Arnaud. News suivante. Dépêche-toi, là, c'est nul. Non, moi, je suis content. Je pense avec le Royal. Bah ouais. Mais alors, t'as les nerfs. Parce que ton nom. T'as les nerfs. Parce que ton nom, étymologiquement, ça veut dire des trucs nuls, c'est tout. L'ouragan, c'est mieux qu'un aigle à la con. Bah non. Bah l'ouragan balaye l'aigle. Non, désolé. L'aigle survole. L'aigle survole l'ouragan. Tout à fait, ça marche comme ça là. Bah bien sûr. C'est ça. La preuve c'est qu'il y a plus d'aigle que d'ouragan.
Donc là, t'as fait 2 paris kebabs que t'as perdu d'affilée déjà, donc tu Non. as 2 kebabs, donc on va dire un tacos. On n'a jamais tapé dans la main. Si, regarde. Mais on va passer, ça c'était ma cuisse. On va passer à la partie cinéma pour finir ce podcast. Non, attends, juste, voilà. Oui. Par rapport au truc d'HBO Max, c'est pas juste qu'elles sont sauvegardées, les séries, c'est qu'a priori, maintenant, il y a 2 personnes qui gèrent le département des HBO Max Drama Originals, qui ont en fait pour priorité de travailler sur un groupe de 5 séries, donc parmi lesquelles c'est 3 séries d'essai, et alors l'autre c'était It, l'adaptation en série télé du clown de Stephen King, de Stephen King. Penny et la série Dune, Pennywise, ouais. Pas Pennyworth, le butler Batman. Et la série Dune, donc effectivement, c'est les 5 projets qui vont être les tentpoles, donc les grosses productions sérielles de HBO Max qui sont épargnées par les coupes budgétaires et qui vont devenir en fait la nouvelle carte de visite de HBO Max Discovery Plus à terme. Donc non seulement voilà, c'est sauvegardé, mais c'est vraiment effectivement un enjeu du futur, parce qu'on se posait la question, tu sais, par rapport à la réduction des budgets de production, où on croyait qu'il y avait la fameuse enveloppe de 35 millions qui était agitée pour justifier l'annulation de Wonder Twins. Mais en fait, c'est spécifique aux films et pas aux séries télé. Et ils continueront avec Peacemaker, des gros produits à la Mandalorian et tout. Parce que c'est là qu'en fait se joue le terrain du streaming aujourd'hui. C'est sur les séries blockbusters comme House of Dragon, comme The Witcher et tout. Donc voilà, bonne nouvelle pour ceux qui craignaient que ces séries-là pourraient paraître fauchées ou être annulées parce qu'elles coûtent trop cher. Yes. Allez, je disais donc on termine ce podcast avec la partie ciné. Une news pour le LOL. Le film R.I.P.D. va avoir une suite. Ouais. Voilà. Ça s'appelle R.I.P.D. 2. Mais en DTV. Voilà, en DTV, sans Ryan Reynolds, sans Jeff Bridges. Bah, tu m'étonnes. Il y en a un qui a réussi à sauver sa carrière et l'autre qui est à la retraite, donc... Oui, un comics Rise of the Damned. Intéressant. Ah non, parce que la suite s'appelle City of the Damned. Non, un comics tout à fait inintéressant Rise. avec des chasseurs de fantômes, quoi. C'est Ghostbusters mélangé avec des histoires de flics des années 90. Ah, c'est un peu le BPRD au Royaume des Fantômes. Ouais. En fait. Mais en nul. Mais en naze. Mais le film surtout était nul. Oui, le film c'est une merde. Hein. C'était l'époque où Ryan Reynolds justement était vraiment en train de foirer sa carrière. Il était dans sa golden era. Ouais. Clairement, il faisait Green Lantern. Puis 2 ans après, R.I.P.D. Non, la suite de R.I.P.D. le comics, c'est R.I.P.D. City of the Damned. Oui, mais le film s'appellera Rise of the Damned. Moi, je parlais pas du film. D'accord, ok. Alors. Pardon, ça va. Super. Et j'ai très hâte de voir ça. Non, mais pour aller dans les détails, c'est réalisé. Il avait fait Blade 3 aussi. Ouais. Le mauvais Blade. Ouais, l'horrible. C'est réalisé par un mec qui s'appelle Paul Layden, qui a fait un film qui s'appelle Chick Fight avec Bella Thorne et Alec Baldwin. Ça a l'air trop bizarre. Ça va être un DTV aussi. L'adaptation de Frank Shaw. Non, ouais, c'est ça. Et donc avec le casting, mais par contre, attends, le casting, il y a Richard Fleischman qui joue Ken dans la série The Sandman. Et t'as Jack Choi de Succession. Voilà. Ah ouais? Ouais. Et t'as Kerry Knoop qui est une actrice de la série Ratched. De Ryan Murphy, donc c'est quand même des gens qui font des bons trucs en télé, quoi. Alors peut-être que ça pourrait être mieux en fait que le film. Peut-être. En fait. Et Chick Fight, c'est l'histoire en fait d'une nana qui rejoint un fight club underground uniquement fait de nanas. C'est une parodie de Fight Club, j'imagine. Et alors je sais pas si c'est une comédie, mais t'as Malin Ackerman, Bella Thorne, Julia Michaels, Kevin Connolly, putain la vache, le casting trop bizarre. Et ouais, c'est un 4,7 sur 10 sur IMDb. Non, ça doit pas être terrible. Non, je pense pas. Et c'est une comédie, ouais. Ok. Bon, je n'ai pas des grands espoirs par rapport à ce nouveau film R.I.P.D. D'ailleurs, je pense que ça va faire on aurait pu laisser la franchise mourir tranquille. Ouais, non, parce que 10 ans après, personne ne l'a demandé. Le premier film, ça a été un four. Il a rapporté 70 millions de dollars pour 150 de budget. Donc c'est une catastrophe. Mais après, peut-être qu'il a eu une seconde vie en vidéo. Et qu'il y a eu une hype et que je sais pas, les gens l'ont twitché à fond et le studio s'est dit on va le ressortir au cinéma, et là t'as un mec qui a fait non, fais pas ça, par contre on va faire une suite. Franchement, je pense c'est juste qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient encore la licence et ils se sont dit on va faire un truc pas trop cher, parce que tu vois là pour le coup je suis sur la page Wikipédia de Chick Fight et c'est un budget ridicule. Box office quand même, c'est un gros succès, hein. 76 000 $. Ah ouais. Pardon. Ouais, donc voilà. En tout cas, je pense que ça va se trouver pas cher. Et pourtant, Alec Baldwin, il est populaire, et Bella Thorne aussi. Enfin, c'est pas n'importe qui. Bah, 76 000 $. Ouais, ok. Mais je sais pas. Même Malin Ackerman, elle est populaire. Hein. C'est vrai. Je sais pas. Je comprends pas.
Mais voilà. Très bien. Et bravo à Ryan Reynolds d'avoir remis sa carrière sur le bon rail et d'avoir survécu à RIPD. C'était pas gagné, mon pote. C'était pas gagné, effectivement. Et la deuxième news, c'est juste un petit point sur le fameux dossier sur Ezra Miller, qui a donc, comme on en avait parlé la dernière fois, sur les plans de secours de Warner, en fait, bah, il a fait ce communiqué. Il a fait, pardon, ouais, ce communiqué pour dire qu'elle avait des problèmes de santé mentale, cherchait à être pris en charge, à trouver un traitement. Et donc, a priori, c'est la première phase du plan de sauvetage de Warner par rapport au film The Flash, qui consiste donc à laisser Ezra Miller faire ce communiqué et après, en fait, à l'inviter au minimum sur la tournée de presse, qui pourra d'ailleurs être justifiée sur le fait qu'ils pourront très bien dire Ezra Miller est en cure, en traitement, donc il peut pas se déplacer. Et voilà, et j'imagine, et ce que tu disais, c'est qu'a priori, ils laisseront à certains médias poser des questions, mais ça va être très encadré pour ne parler que du film et pas évoquer toutes les déboires de Ezra Miller, qui a agressé des gens. Selected Press, ce qui veut dire que le studio, en fait, va des médias partenaires, poser les très questions partenaires. Et les réponses, quoi, en fait. C'est souvent le cas, de toute façon. Il y a plein de vedettes, comme Downey Jr. ou quoi. Quand ils sont interviewés, c'est super contrôlé. On demande la liste des questions avant, on raye les questions qu'on veut pas et tout. Mais c'est pas gravissime, hein. C'est pas comme s'ils avaient les secrets des codes nucléaires, hein. C'est jamais des acteurs qui sont là pour vendre un produit. Je sais pas, en fait. Quelque part, je suis content parce que moi, je m'inquiétais vraiment déjà de l'état mental d'Ezra Miller. On disait jusqu'où ça allait aller avant que vraiment que quelqu'un n'intervienne. Mais moi, j'étais même prêt à parier qu'il allait se faire plomber la gueule, en fait, parce que c'est quand tu rentres chez les gens comme ça aux États-Unis, où c'est vrai qu'il a eu de la chance. Il y a le droit à la propriété, ou si un mec rentre chez toi, tu peux légitimement le tuer, tu n'es pas inquiété par la loi et tout. Il s'était quand même fait une spécialité de ça à la fois à Hawaï où il avait déjà fait de l'effraction, et là, il a été condamné pour ça en justice. D'ailleurs, il y a des sommes, des trucs ridicules, je crois. C'est déjà juste pris des petites amendes de rien du tout. Mais ce qui était plus inquiétant, c'était le côté grooming d'adolescente et de s'enfermer dans sa ferme familiale avec des flingues partout, une mère célibataire en fuite et un enfant mineur. Bon, est-ce qu'on a envie de pardonner justement son attitude? On sait évidemment qu'il y a des problèmes mentaux. Personne n'a une vie pareille sans problèmes mentaux. Maintenant, est-ce que ça excuse tout? Est-ce que même le public qui était quand même plutôt fan d'Ezra Miller à une époque, je pense aux communautés LGBT+, par exemple, qui le voyaient un peu comme un porte-parole intéressant, amusant, qui avait ce style, ce côté un peu séducteur, riche, qui plaisait plutôt pas mal. Est-ce que justement son attitude n'a pas coupé en fait définitivement le public, cette partie-là du public qui est aussi contre les abus, contre les abuseurs, de sa carrière future? J'en sais rien. Moi personnellement, j'ai du mal à ne pas trouver ça hypocrite en fait. D'ailleurs, le communiqué de presse a été écrit par un agent marketeur ou un responsable du PR, de la gestion de crise d'image publique, etc. Parce que ça ressemble pas du tout à son style habituel, qui est beaucoup plus exubérant, même quand elle va dans l'excès, c'est plus naturel que ça. Donc on se rappelle, étranglement d'une fan en Scandinavie, les bastons à Hawaï, les menaces du Ku Klux Klan, le mec qui parcourt la personne qui parcourt les États-Unis avec un gilet pare-balles dans son pick-up. Bon, oui, j'ai vraiment du mal à me dire que c'est la fin. J'espère que c'est la fin. J'espère que la thérapie va bien se passer, le traitement se passera bien aussi, que peut-être même elle réussira à sauver sa carrière vis-à-vis au moins du personnage de Flash. Maintenant, comme on avait dit pour Ray Fisher quand il s'était vraiment commencé à tirer sur Walter Amada en public, à Hollywood, on n'aime pas trop les têtes brûlées. On n'aime pas trop celles et ceux qui ne rentrent pas dans le moule ou qui justement prennent des décisions comme ça. J'aurais vraiment du mal à voir Ezra Miller se maintenir à son niveau de carrière d'avant après cette affaire, et même je pense que c'est pas fini parce que il y aura probablement des procès de parents qui vont en tout cas pour les trucs de grooming, etc., et essayer de faire entendre leur voix, et c'est bien naturel et normal. Et même je veux pas être dans une mauvaise augure, hein, mais c'était tellement fulgurant en fait comme truc. Peut-être que là c'est juste Warner qui lui a dit sinon on te fait un procès dans la gueule pour rupture de contrat, parce que là clairement il y a les contrats aux États-Unis c'est vraiment très quadrillé, les assurances aussi sont très quadrillées. Peut-être qu'effectivement si Ezra Miller a une attitude qui pourrait le mettre en danger au niveau de la loi vis-à-vis de son employeur, Warner aurait pu dire écoute, tu vas en thérapie, sinon on te fait un procès dans la gueule et on te vire de la saga The Flash et tu nous fais perdre de l'argent, donc voilà. Peut-être qu'il y a de ça en vrai, hein. En tout cas j'espère que c'est sincère, mais on peut en tout cas en douter. Bon, en tout cas le film va sortir, c'était évident qu'ils allaient pas annuler le film.
et qu'ils allaient pas recaster Miller. Non, tout de suite. c'est impossible. Par impossible. contre, pour un Barry Allen, enfin pour un Flash Après, Blue, oui. là, je pense que il faut s'attendre à ce que la nouvelle tombe un jour. Oui, ça et personne ne sera sûrement surpris. Mais donc, on espère que, ouais, tout ça finisse au moins juste par se calmer, à la fois pour que Ezra puisse aller mieux, en fait, mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier ce qu'il a fait. Je pense qu'il, d'une certaine façon, j'espère qu'il ira au moins présenter à minima ses excuses aux personnes qu'il a emmerdé, tout simplement. Et qui elle a emmerdé et je sais, il faut qu'on prenne moi aussi je fais l'erreur régulièrement, il faut qu'on prenne le réflexe, et par contre aussi juste pour alors là d'un point de vue beaucoup moins sur le côté moins humain, mais juste pour que Warner se sorte de cette malédiction sur ce film, le sorte, que ça permette à leur direction d'aller de l'avant et que Zaslav puisse faire son PowerPoint sur 10 ans et qu'on voit vraiment qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, s'ils ont réellement envie de faire quelque chose. Mais ce film, en fait, c'est une écharde dans le pied, quoi. C'est là tout le problème, c'est que le film est censé être l'amorce du plan sur 10 ans de l'ancienne équipe et que, en fait, maintenant que l'équipe est là, encore une fois, Michael Keaton qui a déjà disparu de 2 projets, Bad Girl qui ne sortira pas et Aquaman où c'est Ben Affleck qui finalement prendra le rôle de Batman qu'il devait occuper. Oui, mais juste pour une question de temporalité de sortie des films, hein, c'est pas. Oui, certes, mais ils l'ont payé quand même dans les 2 cas. Donc, ouais, il a de l'argent. Un contrat pour 7 films, donc ça fait 3 déjà avec The Flash. Encore une fois, on se rappelle, la nouvelle équipe actuellement n'a probablement pas encore réfléchi à l'avenir de DC. On ne sait pas si ce sera ou non Alan Horn qui remplacera Walter Hamada ou s'il y aura un remplacement engagé à Walter Hamada à la tête de DC Films / DC Studios. Que c'est le chaos actuellement, que rien n'est sûr à part The Batman 2 et Joker 2. C'est les 2 vraiment garanties de films qui ne sont pas encore tournés et qui vont sortir à terme, enfin qui vont être produits à terme. Et même pour The Batman, c'est pas. Non, The Batman, c'est pas tout de suite, quoi. Enfin, vu comment Zaslav en parle, voilà, c'est pas tout de suite, c'est sûr, oui, effectivement, parce que on n'a pas parlé de ça dans le programme, mais voilà, donc ça a été confirmé que c'était bien une des priorités du moment, mais que le feu vert entre guillemets n'avait pas été donné à la pré-production. Parce que Matt Reeves a passé quand même 5 ans à travailler sur The Batman pendant le Covid et un peu négliger sa famille apparemment. Donc là, il voulait prendre une bonne pause, voire faire un autre film entre les deux, un peu comme quand Nolan a fait Inception entre Batman 2 et 3. Mais c'est la seule garantie. Zaslav, il dit c'est le modèle à suivre, The Batman c'est le feu, etc. En plus, il n'y a pas beaucoup de personnages latinos dedans, donc ça m'arrange bien. Pardon. C'est un autre article, mais bref. Et Joker 2 qui arrive en 2024. Et derrière, Wonder Woman 3, c'est pas Aquaman 3, il faudra voir si le 2 marche aussi bien que le premier. L'univers avec Keaton, voilà. Blue Beetle, voilà. Enfin, c'est compliqué, quoi, d'avoir une perspective à long terme. Les projets de Ta-Nehisi Coates, Michael B. Jordan, pas de nouvelles. Bon, on rappelle encore une fois que c'est vraiment le chaos et que même si The Flash sort, c'est pas du tout une garantie que ce qui avait été prévu par Hamada et son équipe de DC Films verra le jour à terme. Si Hamada reste effectivement après, hein, parce que pour l'instant il doit rester jusqu'à Black Adam, mais c'est pas dit qu'il continue à être là. Là, je suis prêt à parier avec n'importe qui que c'est fini Hamada. Ok, très bien. Eh bien voilà, on a terminé ce podcast, Corentin. On espère que cette émission vous a plu comme les autres. N'hésitez pas à réagir sur les différents sujets évoqués, notamment si vous voulez m'insulter parce que j'ai dit que JoJo's et Gorillaz c'était nul, n'hésitez pas à le faire, ça me fait plaisir. J'aime faire de la provocation comme ça. Je suis tellement 90s comme mec. C'est ton côté aigle protecteur. C'est mon côté aigle provocateur. C'est mon côté extreme comics des années 80. Max Bellis. T'as un petit côté Max Bellis. Ah, ça doit être ça. Ah, complètement. Et voilà, on vous rappelle surtout que si vous voulez soutenir le podcast parce que vous reconnaissez le travail qui est derrière toutes ces émissions, vous pouvez juste le partager sur vos réseaux sociaux. Et sinon, on a une page Tipeee. L'écriture de blagues est exceptionnelle, les gars, vous savez. Ouais, c'est ça, clairement. Ça a l'air improvisé, mais non, tout est écrit. On a des scénaristes avec nous et tout. Ouais. Donc, vous pouvez espoir dans la voix. Partager ce podcast sur vos réseaux sociaux et aussi contribuer sur notre page Tipeee pour nous permettre de voir l'avenir de façon sereine. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt pour les prochains podcasts. Salut.